Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Hors Jeu Capital. Très heureux de vous retrouver en ce début de semaine pour parler de toute l'actualité du Paris Saint-Germain. Et l'actualité du jour, c'est évidemment la victoire hier du Paris Saint-Germain face à Lille, le champion de France en titre 2021. Victoire 5-1 des Parisiens donc dans cette 23e journée de Ligue 1. On va revenir évidemment sur le match et puis un peu se projeter évidemment sur le Real Madrid qui arrive à grands pas. C'est dans 8 jours. Le 8e de finale aller de Ligue des Champions face au Madrilène. Donc on reviendra sur tous ces sujets. Et pour reparler de tous ces sujets du jour, je vous présente l'équipe qui va m'accompagner. Tout d'abord, deux qui ont l'habitude que vous voyez régulièrement. Yacine Amnet tout d'abord. Ça va Yass? Salut à tous, ouais, ça va bien. Ouais, t'as bon match hier quand même, c'était sympa, c'était un peu mieux, enfin c'était quand même, ça pouvait pas être pire que ce qu'on a vu à Nice. En fait c'est ça, c'est toujours où tu mets le curseur. Mais c'était bien, ouais, c'était bien. On a vu des bonnes choses. Il y a des choses positives aujourd'hui, on va dire. Parce que les gens disent est-ce que ça va être un podcast sans critique, etc. Il y a des bonnes choses, comme des moins bonnes, mais il y aura des positifs. Voilà. Nicolas Puravo également qui est avec nous. Ça va, Nico? Salut tout le monde. Ouais, bah écoute, ça va. Après, ça peut pas être un podcast sans critique, sinon il n'y aurait pas Yacine. Donc déjà, ça, on a la réponse. Et ouais, non, c'était bien quand même hier. Ouais, je trouve dur, là, on a passé... Il y a eu effectivement il y a des choses à dire, mais globalement, on a quand même vu un match sympa, quoi. Ça change de ce qu'on a pu voir ces derniers temps. Hein. Moi, Nico, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on va avoir droit à une imitation de Leonardo aujourd'hui par Yacine? Yacine? Bah non, mais aujourd'hui, c'est un autre. Parce que tu sais, les artistes, ils ont plein de voix dans leur registre. Donc non, il va nous faire quelqu'un d'autre aujourd'hui. Peut-être Nasser, je pense. Déjà... Comme il va pas s'énerver aujourd'hui, je suis pas sûr que ça parte dans l'imitation, l'intonation, etc. Non, mais je la travaille pour le PSG Real. T'as encore 8 jours, Yes. Et enfin, il nous fait le plaisir d'être avec nous. C'est la première fois qu'il est avec nous sur le podcast. Omar Altoundag, journaliste, vice-président de l'association Handicap PSG et grand supporter du PSG, évidemment. Si vous voyez quelqu'un dans les loges au Parc des Princes manger les petits fours et assister à tous les matchs, c'est lui. Omar, merci d'être avec nous et comment ça va? Salut les gars, bah écoute, ça va très bien. Doublé de Danilo Pereira, je crois qu'il va neiger. Hein. Et oui, il continue à marquer. Il avait marqué il y a déjà 2 matchs. Donc Danilo Pereira qui continue à marquer des points sur une belle frappe d'Evie en plus. Et puis il a fait une erreur de Garbage pour lui donner le deuxième but. Bon, Omar, pour présenter un peu les gens, pour te présenter un peu aux gens, qu'est-ce que tu es vice-président de l'association Handicap PSG? Ça consiste en quoi Qu'est-ce que tu en fait, fais on est une association de supporters handicapés du PSG. Donc on existe depuis 2005. Et le but, c'est de regrouper justement les supporters en situation de handicap pour leur faciliter l'accès au Parc des Princes, notamment pour pouvoir voir les matchs. Bon, voilà, très belle initiative. Et puis, je pense que pour les supporters qui nous regardent, évidemment, qui écoutent le podcast, je pense que vous avez déjà dû voir Omar. Regardez en loge, etc., vers la tribune presse. Il est toujours là au parc, Omar. Donc, voilà, je suis toujours dans un petit coin quelque part. Quand il y a le PSG, je suis jamais très loin. Sinon, vous allez voir ses stories Instagram, etc., si vous voulez voir DJ Snake ou autre avec lui. Voilà, il a toutes les infos sur le PSG, c'est pas mal. Bon, on va rentrer dans le débrief de ce match. Donc, une victoire, je vous disais, 5-1 du Paris Saint-Germain face à Lille à l'extérieur, sur la pelouse du champion de France en titre. Un doublé de Danilo, tu te disais Omar, bien aidé à la 10e minute par une bourde de Garbage. Et puis à la 51e minute, une frappe déviée qui termine petit filet. Presnel Kimpembe qui a marqué son premier but hier avec le Paris Saint-Germain en Ligue 1. Il a fallu attendre son 140e match dans la compétition et son 35e tir tenté. J'ai vu la stat Opta, donc je vais la donner pour qu'il marque son premier but. Presnel Kimpembe. Après aussi une erreur, une deuxième bourde du gardien lillois. Et puis Lionel Messi a marqué d'un petit piqué suite à un cafouillage de la défense lilloise. Et puis enfin Kylian Mbappé a marqué le but de la soirée, un but sublime d'un enroulé pied droit magnifique. On aura l'occasion d'y revenir dans le podcast. Et puis Sven Botman avait égalisé à la 28e minute. Le point en classement dans cette 23e journée de Ligue 1. Le Paris Saint-Germain est leader avec 56 points. Marseille suit derrière avec 43 points. Donc 13 points d'écart. Paris a repris 2 points d'avance parce que Paris n'avait plus qu'11 points. Et là, avec cette victoire et les mauvais résultats des uns et des autres, Paris reprend un peu de marge. Et Lille, l'adversaire du soir du Paris Saint-Germain, est toujours coincé à la 11e place avec 32 points. Donc ça ne va pas fort pour les hommes de Jocelyn Gourvenec. Bon. Omar, je vais te donner la parole en premier, elle était l'invitée. Est-ce que c'est rassurant 8 jours avant le Real de s'imposer sur le score? On l'a dit souvent régulièrement dans le podcast, il y a eu pas mal de négatifs à dire sur les derniers matchs. Là, on a vu une partie plutôt agréable livrée par les Parisiens. Il y a eu la forme et le fond, bien aussi aidés par les Lillois qui ont joué le jeu et qui ne sont pas restés devant leur cage.
Ouais, exactement. Moi, je te cache pas qu'au moment de voir la compo hier soir, j'étais un peu circonspect. Je me suis dit, oh là là, on va encore s'ennuyer. Et j'ai même hésité un moment à regarder la finale de la CAN. Bon, finalement, je me suis concentré sur le match de Paris et j'ai bien fait parce que même si les Lillois ont bien aidé, parce que c'est vrai que il y a quand même, sur les 3 premiers buts, bah, il y a 3 cadeaux, hein, puisque 2 fois Garbage et une fois, je sais plus qui se trouve, enfin, qui voit son dégagement contré sur C'est Botman de et Messi, mais Goodmanson, je crois, qui oui, c'est se. ça qui se rentre dedans. Mm. Et donc, du coup, bah, je vais dire, on a pris un peu de plaisir devant ce match et c'était une chose trop rare ces derniers temps en Ligue 1. Donc, autant l'apprécier. Après, le Real, ça restera un adversaire de toute autre qualité et on peut pas. Moi, je pense que malheureusement, dans l'optique de la Ligue des Champions, il y a peu d'enseignements à tirer du match d'hier soir. Après, faut pas se plaindre la bouche pleine. On a vu un bon match, on a vu des buts, on a vu des choses rassurantes, ne serait-ce que le fait de voir Messi marquer. Ça va lui permettre de gagner en confiance. Et il faudra espérer qu'on puisse capitaliser sur tout ça pour être performant dans 8 jours. Nico, pareil, est-ce que tu fais le même constat que Omar? Bon, partie plaisante hier, agréable, il y avait des choses intéressantes dans l'énergie, on va dire, collective, etc. Est-ce que tu penses pareil qu'il n'y a pas vraiment d'enseignement à tirer ou est-ce que tu vois des signes? Peut-être que les joueurs se préparent un peu en condition avant d'affronter le Real et qu'ils montent un peu en puissance. Ça dépend ce que tu veux comme enseignement. Si c'est de savoir si le PSG a progressé dans la gestion d'un match, dans la manière de gérer une rencontre du début à la fin, d'imposer un jeu à son adversaire, effectivement, c'est difficile parce que tu es obligé de prendre en considération l'adversité. Et hier, l'adversité, elle était vraiment très particulière parce que les Lillois ont raté leur match. À la fois collectivement, mais aussi surtout individuellement, avec des erreurs comme ça. Avoir autant d'erreurs et de cadeaux, c'est quand même assez rare. Donc, de ce point de vue-là, c'est difficile, effectivement, d'être affirmatif. Après, là où je crois qu'il y a quand même un vrai constat, c'est que cette équipe est capable de courir. Les joueurs sont capables de courir quand ils en ont envie, quand ils l'ont décidé. Hier soir, c'était le cas. Moi, c'est vraiment le point positif pour moi, c'est d'avoir vu pendant 90 minutes une équipe qui n'a pas été avare d'efforts. J'ai vu des joueurs concernés. J'ai vu, alors même si c'était parfois un petit peu même mal fait, j'ai vu des tentatives de pressing haut. J'ai vu de la solidarité. Encore une fois, j'ai vu des courses et d'une manière générale, moi, ça m'a un petit peu rassuré dans le sens où on était un petit peu inquiet de cette approche du Real Madrid avec des prestations ternes qui se succédaient. On voit que là, à une semaine du gros match, ils sont capables quand même de hausser le curseur physique et c'est déjà un bon point. Après, pour ce qui va être du collectif et de la manière de jouer, ça c'est autre chose. Mais voilà, moi le point positif pour moi il est là, c'est ce côté, cette équipe est capable de courir quand ils en ont envie malheureusement, mais voilà, au moins hier ils l'avaient. Et donc au moins on est rassuré sur ce côté-là. Contre le Real, on aura une équipe concernée et impliquée, donc déjà c'est plutôt rassurant. Yacine, rassurant sur les points que vient de développer Nico. Toi, je sais que tu vas un peu atténuer la victoire 5-1 parce que tu ne serais pas Yacine Amnet sinon évidemment, mais je te laisse nous livrer ton avis sur le match d'hier. Bah ouais, parce qu'en fait, on est obligé de tenir compte de la première mi-temps. Alors, il n'y a pas de problème, un match, ça dure 90 minutes et la globalité, tu gagnes 5-1. Donc, quoi qu'il arrive, ça a été mieux que d'habitude, on s'est moins ennuyé, etc. Maintenant, si on s'arrête un peu plus sur la première période, tu mènes au score parce que tu as des cadeaux. Tu as des cadeaux du gardien, mais tu as aussi des cadeaux de la défense parce que j'ai revu le but de Messi. C'est pas possible de défendre à 6 contre 3 et de mal renvoyer ce ballon. Tu es contré par Messi qui vient même pas contrer comme un joueur qui vient mettre le pied. Il se met en opposition et finalement, Botman veut tacler, dégager le ballon parce qu'il est au sol. Et il le fait mal, il est contré, Messi se retrouve tout seul face au gardien. Voilà, donc finalement, tu n'as pas non plus beaucoup d'occasions. Tu as la barre de Messi, oui, mais c'est un coup franc. Tu as la frappe d'Hakimi. Après, en dehors de ça, voilà, tu n'as pas grand-chose. Et l'équipe a vite été coupée en deux. Voilà, il n'y a pas eu de bloc équipe. Après, le truc, c'est que Lille était aussi en difficulté, n'arrivait pas à jouer les transitions. Malgré tout, sur quelques transitions, ils t'ont fait mal. Donc, ça veut dire que dans le replacement ou dans le contre-pressing, tu n'as pas non plus été très bon. Voilà, le truc qui te permet de faire ce match-là, globalement, c'est le fait que tu profites des erreurs de l'adversaire et
on peut pas leur. Enfin, c'est pas un mauvais point non plus. Ça veut dire que tu étais là. Tu vois, par exemple, sur l'action de Mendes, alors il y a personne devant le but. Ça, c'est exceptionnel. Par contre, bah, tu as Danilo qui est venu se projeter. Donc, c'est aussi un point positif. Ça veut dire qu'il a fait la course, ça veut dire qu'il a accompagné. Voilà, il y a des choses positives. Maintenant, il faut toujours atténuer. Et d'ailleurs, on parlera après de la déclaration de Pochettino, parce que moi, je suis désolé, mais encore une fois, je crois que soit il se fout de nous, soit il n'a pas vu le même match, soit il n'a pas regardé le match, il était occupé à faire autre chose. Mais c'est pas possible, quoi. Tu me diras laquelle. Alors, j'en ai revu plusieurs, mais peut-être que c'est une que j'ai loupé. On verra tout à l'heure. Je vous donnerai les déclarations de Mauricio Pochettino d'après-match. En conférence d'après-match, hein, tu parles pas celle-là. Ouais. Ok. On parlera ça juste après. Pour revenir sur la compo, Omar, par rapport aussi à retour de Cannes, par exemple, de Achraf Hakimi, qui retrouvait sa place de titulaire hier, Donnarumma dans les cages, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes, un milieu de terrain à 3, Verratti, Paredes, Danilo. Alors, au début, c'était plutôt Herrera qui était pressenti titulaire, mais il a une gêne musculaire, donc il a déclaré forfait. Et puis l'attaque Di Maria, Messi, Mbappé. Ça te paraissait cohérent, les choix de Pochettino? Alors, évidemment, après une victoire 5-1, on ne peut pas dire le contraire, mais dans ce que tu as vu et dans la composition de départ, déjà, le retour d'Hakimi déjà fait plaisir à droite. Oui, et puis on a bien vu qu'il avait bien digéré l'élimination avec le Maroc. Et finalement, la composition d'hier soir, c'est à peut-être une ou deux individualités près, celle qu'on verra face au Real Madrid. Donc, c'était plutôt intéressant de voir l'équipe dans ce schéma-là. Après, il faudra voir comment ça va se passer. La grosse interrogation, c'est Neymar. Est-ce qu'il jouera pas, rentrera en jeu? Parce que ça peut tout changer. Mais en tout cas, hier, on a vu des choses intéressantes en attaque, notamment la connexion entre Messi et Mbappé. Et je rajouterais même Verratti. Pour moi, c'est un trio. Et puis, on a aussi vu surtout, alors c'est peut-être un cliché de dire ça comme ça, mais Icardi est un point mort pour l'équipe et ne sert absolument à rien. Ah, ça, on aura l'occasion d'y revenir justement. Alors, pour parler de Neymar, t'en parlais, Omar. Pochettino a répondu en conférence de presse. Est-ce qu'on lui a posé la question, est-ce qu'il sera prêt pour jouer face au Real Madrid? Et il a répondu, je ne sais pas. On attend de voir son évolution comme pour d'autres joueurs. Donc, rien n'est fixé pour l'instant pour Neymar, savoir s'il pourra jouer ou pas. Alors, Yacine, dans les déclarations, et je vais voir Nico, mais est-ce que c'est la déclaration où on lui a demandé est-ce qu'il a aimé ce soir dans le match? Tu parlais de Mauricio Pochettino. Ouais. Il a dit, j'ai bien aimé la façon dont on a commencé le match. On a été compact, on est allé très haut et on a travaillé comme on le souhaitait. Je suis content de tout parce que la performance a été bonne. L'énergie qu'a transmis l'équipe est le plus important. J'étais très satisfait de la manière dont l'équipe a joué, notamment dans l'énergie qu'on a su donner à cette rencontre pour avancer et pouvoir s'imposer. Et après, il dit, quand on a de l'espace, la qualité et les joueurs pour, il faut qu'on soit compact. Il y a des super joueurs qui sont talentueux, qui peuvent jouer comme ça. Quand on est plus compact, décidément, il l'a dit au moins 3-4 fois, quand on est plus compact et qu'on a la balle, tout va bien. Mais c'est aussi ça l'idée, Nico, peut-être cette idée d'équilibre qu'on a du mal à trouver au Paris Saint-Germain. Et que là, on a vu, quand on parlait tout à l'heure, les joueurs qui ont fait les efforts les uns pour les autres. On a même vu des retours encore défensifs d'Mbappé à la 90e s'arracher pour récupérer un ballon qui allait en touche. C'est peut-être ça qu'il a voulu souligner Pochettino hier. Ouais, mais encore une fois, moi, de toute façon, on l'a vu, au bout de 10 minutes, moi je regardais le match avec mon fils et j'ai dit ça va être une boucherie de buts ce soir parce qu'il y a personne ne sait défendre. Les Lillois étaient vraiment individuellement dépassés et le PSG, comme d'habitude, tu sens qu'il y a toujours cette hésitation entre on monte tous ou il y en a qui restent bas. Mais cet équilibre-là, ça fait un an qu'il est précaire et il ne sera pas bon contre le Real non plus. Donc on en a parlé plein de fois, de toute manière. Après, encore une fois, je vais le redire, sur ce que j'ai aimé en tout cas, c'est qu'il y a quand même une volonté hier d'avancer, globalement. C'est souvent Verratti qui a initié le pressing, et pas comme plein de fois où derrière lui ça ne suit pas, où tu sens qu'il se retourne et il appelle. Et on les voit, les mecs derrière, ils ont quand même suivi ce pressing. Même Paredes, qui généralement est celui qui a le plus de mal à se faire tirer, il était quand même aspiré aussi par Verratti. Le bloc défensif est bien remonté, les 4 de derrière jouaient haut. Et de ce point de vue-là, moi j'ai apprécié cette volonté d'aller chercher les Lillois très haut. Après, comme le dit Yacine, effectivement, il y a la perte du ballon sur les transitions défensives, il y a des erreurs de placement qui sont juste énormes. Hakimi, notamment,
c'est un vrai danger défensivement, mais c'est pas nouveau, hein, on le sait déjà tout ça. Hein. Et donc effectivement, de ce côté-là, il y a énormément de réglages à faire et ce sera pas fait en une semaine, faut pas se leurrer. Mais voilà, moi c'est ce que je te dis, c'est que ce côté état d'esprit, au moins, il n'y a pas cette espèce de ronronnement qu'on a souvent vu au PSG. Au moins, voilà, il y a eu cette envie de faire vivre le match, d'aller chercher. Il y a eu plein de choses et moi de ce côté-là, c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était un match agréable. Après, oui, effectivement, il y a les circonstances du match qui font que le 5-1 à l'arrivée, enfin voilà, c'est un score qui doit autant aux erreurs lilloises qu'au talent des Parisiens. Et puis, tu as effectivement, énormément de choses qui pourront pas passer dans ce schéma-là contre le Real, on en a conscience. Mais en tout cas, sur le match d'hier, moi j'ai quand même vu des comportements qui ont été beaucoup plus positifs que ces derniers temps. Et je pense que c'est peut-être ça que Pochettino veut mettre en avant dans sa déclaration, c'est de dire voilà, au moins j'ai vu des joueurs avec de l'allant, qui voulaient avancer, qui respectaient cette envie d'aller chercher devant. Et puis voilà, je pense que c'est ça qu'il a vu. Je pense pas que Pochettino, avec son expérience et tous ses beaux diplômes, ait considéré qu'hier c'était un aboutissement personnel de la tactique et de l'équilibre qu'on peut trouver dans un match. J'ose l'espérer, même si Yacine en doute. Yacine, justement pour répondre à Nico, cette question d'équilibre sur la déclaration de Pochettino, tu voulais revenir. Oui, parce qu'en fait, il explique qu'il a vu un bloc compact avec des lignes resserrées. Mais c'est pas vrai. Il l'a vu, moi je le dis, oui en seconde période, parce que Paris a pris le dessus, parce que Lille avait la tête dans le seau, et que pour une fois, et c'est pour ça qu'il y a du positif, pour une fois, au lieu de s'endormir sur ce 3-1 en se disant, bon, bah, ça y est, le match est plié, on est tranquille, effectivement, le PSG a continué à jouer, a essayé d'enfoncer le clou, s'est positionné plus haut en voyant que Lille avait des difficultés. Donc ça, c'est positif. Mais qui ne nous explique pas qu'il a vu des lignes compactes parce qu'au bout de la 15e minute, il n'y avait déjà pas de bloc équipe. Il y a des transitions lilloises où tu te demandes qui défend, qu'est-ce qui se passe, comment c'est possible. Donc, je rappelle quand même que Donnarumma fait des arrêts. Il fait plus d'arrêts que Garbage. Donc, Jonathan David a fait beaucoup de mal dans le premier quart d'heure. Il y a même aussi un ballon à un moment en profondeur. Bon, il est à la limite du hors-jeu, mais pour Timothy Weah, où c'était des balles, justement, comme tu disais, qui cassaient la ligne défensive, des appels en profondeur, et les Lillois ont été pas mal dans le premier quart d'heure. Mais bien sûr, parce que ton bloc, il n'y avait pas de bloc. Donc oui, après, c'est facile, et en même temps, c'est positif, parce qu'on a déjà vu le PSG mener 3-1 et s'endormir. Donc au moins, et là, je rejoins Nico sur, par contre, la globalité du match, tu as mal défendu, il n'y avait pas de bloc équipe. En revanche, dans l'état d'esprit, j'ai trouvé que c'était sûrement un des meilleurs matchs du PSG. Parce qu'il n'y a pas de joueurs qui ont forcément essayé de jouer tout seul. Alors évidemment, on reparlera de Di Maria parce que là, on n'est pas loin de la catastrophe parce que lui, c'est plus possible, c'est juste plus possible. Mais voilà, donc il y a des choses positives. Oui, maintenant, Paredes, voilà, son match, je suis partagé. Parfois, je me disais ouais, c'est intéressant, et puis des fois, je me disais non, mais quand même, tu peux pas jouer qu'un joueur comme ça à ce niveau-là. Bref, voilà, il y a beaucoup de choses. T'es un peu là, tu es plus mitigé. Après, c'est encore une fois où tu mets le curseur. Oui, si on se base sur ce qu'on fait depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, et notamment décembre, janvier, effectivement, ouais, il y a eu du mieux hier, bien différent. Voilà. Après, c'est toujours pareil. Si tu tapes des 4 sur 20 le jour où tu as 10,5, tu es super content. Est-ce que ça veut dire que tu as eu une bonne note? Je sais pas, moi. Toujours cette référence mathématique, j'attendais. Il y a des références sur le bulletin. Le curseur, Yacine, tu peux pas le placer. Tu es obligé aussi de le placer par rapport à une évolution à court terme. Tu peux pas tu peux pas placer le curseur en disant voilà, le match référence, c'est le PSG Barça de 2017, c'est collectivement, voilà, c'est ça le curseur. Non, aujourd'hui, le curseur pour le PSG de Pochettino, c'est de regarder ce qui s'est fait depuis effectivement 2 mois. Et on avait vu quand même contre Reims des prémices c'était un peu mieux, même si c'est encore une fois très inabouti. Là, je trouve qu'il y a quand même, encore une fois, alors ce qui est embêtant, c'est qu'il y a quelques petites rechutes parce que Nice était horrible, mais il y a quand même, je trouve, depuis 2-3 matchs, on voit arriver quand même quelques bribes de progrès dans plein de choses. Donc ça, le curseur, tu le places par rapport à ça. Quand tu dis que c'est un bon match, c'est un bon match par rapport à ce qu'on a fait il y a quelques semaines, pas par rapport à ce qu'on a fait encore une fois en 2017. Omar, tu es d'accord avec. C'est plutôt quel camp là? Tu es d'accord avec Nico ou Yacine?
Non, après, moi, je suis plutôt d'accord avec ce que vient de dire Nico, dans le sens où si on enlève la purge contre Nice de lundi dernier, c'est vrai que ça fait plusieurs matchs qu'on voit des progrès intéressants. Je pense à Brest, je pense à Reims. Et on sent quand même que la Ligue des Champions pointe le bout de son nez, parce que ça, c'est pas anodin. On le sait que le PSG, quelque part, c'est une équipe qui, entre guillemets, choisit ses matchs, c'est-à-dire qu'elle va appuyer sur l'interrupteur le jour J pour produire du bon football et que tous les joueurs augmentent leur niveau global. Parce qu'après, faut pas se leurrer, il y a le Real qui pointe le bout de son nez, mais c'est pas pour cracher dans la soupe, mais c'est pas la Ligue 1 qui va permettre au PSG d'être assez fort en Ligue des Champions. Malheureusement, je pense que le niveau est trop faible. Et pour preuve, hier, on joue le champion de France en titre, et il n'y a quasiment pas eu de match. Il n'y a pas eu de match. Alors c'est sûr que quand l'adversaire donne 3 buts, ça aide, mais pour moi, l'écart est trop grand entre la Ligue 1 et la Ligue des Champions. C'est un débat qu'on a déjà eu et qui revient souvent sur le tapis, mais je pense que cette année, encore plus que les autres, c'est encore plus vrai. Yacine, c'est vrai que c'est enfin, Nico, je parle après Yacine là-dessus. On en parle souvent de cet écart Ligue 1, Ligue des Champions, et moi, c'est un débat que je trouve vraiment très intéressant, et je suis pas du tout d'accord avec Omar. Mais je vais laisser parler Yacine d'abord, parce qu'il parle pas, après il boude, alors je vais le laisser parler. Non, mais c'est intéressant ce que dit Omar. Yacine, toi, sur le débat là, j'irai voir Nico après, mais tu te positionnes comment par rapport au fait que la Ligue 1 n'aide pas le Paris Saint-Germain à être au niveau pour les matchs de Ligue des Champions, au niveau de l'intensité, etc. Mais moi, en fait, je suis alors un petit peu d'accord, parce qu'effectivement, c'est aussi l'adversité qui te met en difficulté et qui te permet de te surpasser. Malgré tout, moi, je suis pas d'accord dans le sens où c'est toi qui as besoin de faire les courses. C'est toujours pareil, si le 1-0 te contente et que tu n'as pas envie de courir, parce que tu sais qu'en marchant, tu vas gagner les matchs, c'est ton problème. C'est pas une excuse. Quand l'Ajax fait des résultats, on va pas m'inventer l'histoire que le championnat des Pays-Bas est extraordinaire et qui permet à l'Ajax d'aller chercher une demi-finale. Quand même le championnat espagnol, parfois, alors il y a eu des saisons où il y avait des bonnes équipes, mais malgré tout, quand le Real ou le Barça gagnent les Ligues des Champions, on va pas m'expliquer que c'est contre Elche, le Betis Séville et Valladolid. Le Betis, pour le coup, Yacine, cette année, ils font une bonne saison. Non, mais oui, cette année. Mais je parle sur les 10 dernières années. On va pas nous expliquer que c'est Valladolid, Villarreal qui t'ont permis d'aller chercher des grands matchs en Ligue des Champions. Donc ça, c'est une fausse excuse. C'est l'exigence que tu demandes à tes joueurs, l'exigence que tu mets toi-même. Et effectivement, le problème de la Ligue 1, c'est qu'en marchant, tu gagnes et que cette équipe n'a pas envie de se dire on va marcher sur l'adversaire. Et on peut parler du championnat d'Allemagne. Vous n'allez pas me faire croire que le Bayern de Munich, c'est Augsbourg et l'Union Berlin qui permettent au Bayern d'être exceptionnel en Ligue des Champions. C'est pas Mais vrai. moi, c'est exactement ça ce que je disais. En fait, c'est pas pour fustiger la Ligue 1 et taper sur le football français. Le problème, c'est que tous les matchs de Paris, je les ai vus. Et sincèrement, il n'y a pas de très très grosses prestations en Ligue 1 qui permettent de justifier cet écart. Et tu regardes aujourd'hui le classement, tu as 13 points d'avance sur le second, quoi. Sans trop te forcer. Donc, le constat est là, malheureusement. Nico, alors vas-y, tu vas te positionner, vas-y. Ah non, j'ai fait une grosse erreur, parce qu'il faut jamais passer derrière après Yacine, en fait, quand on est d'accord avec lui. Donc, il a tout dit. J'avais même marqué Ajax pour parler de l'Ajax, il en a parlé, c'est pénible, c'est pénible. Non, mais moi, je suis d'accord avec lui, parce que on l'a déjà vu plein de fois, le Bayern, des fois, qui gagne, qui est champion avec 20, 25 points d'avance. La Juve aussi, à une époque, a écrasé son championnat. Et ça n'empêche pas ces équipes, quand ils arrivent en Ligue des Champions, d'être monstrueux. Je crois que c'est un état d'esprit, tout simplement. On voyait à une époque, avec le PSG, alors c'était surtout avec l'époque Zlatan, et puis même quand les premières, deuxième année de Neymar, on voyait souvent au parc des 8-0, on a mis 9-3, je crois, une année. On voyait ce genre de fessées, parce que tu avais une équipe qui s'amusait et qui était demandeuse de buts, quoi, qui avait envie de continuer, d'appuyer, de faire mal. Et le PSG a perdu ça depuis très longtemps, c'est-à-dire que c'est une équipe qui veut pas se faire mal, qui veut pas faire plus que ce qu'elle doit faire. Donc voilà, on parlait de curseur de niveau d'un match à l'autre. Alors pour le coup là, on peut vraiment parler d'un curseur, c'est-à-dire que cette équipe a très souvent placé son curseur par rapport à l'adversité. C'est-à-dire que pour battre cette équipe, il va suffire de jouer à 30%. Et ben on va jouer à 30%, mais pas 40 ou 50. Mais et on met ça sur le dos de quoi, de la paresse ou de la lassitude? Mais c'est tout ça, ce que je veux dire, c'est que tout ça, ça vient que du PSG et ça vient pas de la Ligue 1.
Parce que quand le PSG va jouer Lyon, quand le PSG va jouer Marseille, regarde, un exemple tout bête. L'année où on met 4-0 à Marseille, en une mi-temps de feu. La deuxième mi-temps, il n'y a plus personne qui joue. Ils se sont arrêtés de jouer. Terminé, on a fait le boulot en première mi-temps, maintenant on se repose. Tu vois, cette équipe, elle n'a pas ce côté, on va te mettre la tête sous l'eau parce qu'on est tellement plus fort que toi qu'on va te le montrer. Et c'est d'autant plus bête que déjà, en faisant ça, tu perds ce que quelque part, tu rentres dans un espèce de confort et donc tu vas perdre effectivement dans les matchs de Ligue des Champions ce côté-là où on est tout le temps à fond et puis c'est pas forcément facile de retrouver cette exigence physique. Et puis en plus, tu perds aussi par rapport à ce que tu donnes comme image aux adversaires. C'est-à-dire que il y a encore 4-5 ans, les mecs quand ils venaient au parc, on n'entendait jamais l'entraîneur expliquer on va essayer de prendre un point ou de faire un groupe. On se demandait juste à quel moment Paris allait ouvrir le score. Aujourd'hui, les gens viennent au parc et peuvent parfois s'imposer sans que ça pose aucun problème. Et voilà, et ça c'est fini. Aujourd'hui, regarde Reims, quand ils viennent et qu'ils prennent 4-0, le discours d'après-match, c'est pas bon, on est content de ne pas en avoir pris plus, c'est on est déçu parce qu'on venait vraiment avec des grosses ambitions. Mais 7-8-0, 3-4 journées de suite à des équipes, tu vas voir que le discours va changer. Et puis en fait, tu rentres après dans un cercle vertueux quelque part. Et donc moi, je pense pas que le niveau de la Ligue 1 soit en cause là-dedans, mais juste l'état d'esprit des joueurs. En tout cas, c'est un débat très intéressant, c'était important de souligner. Parlons de quelque chose dans le match qui a bien fonctionné, c'est l'animation offensive. Yacine, je vais venir avec toi. Mbappé, qui était à gauche, Messi en faux neuf, et Di Maria à droite, qui a fini par sortir sur blessure, ou en tout cas, je ne sais pas, par précaution, juste avant la fin de la première période, remplacé par l'excellent Julian Draxler. Ça a bien marché parce qu'ils se sont plutôt bien trouvés. On a vu qu'ils se sont cherchés constamment, peut-être, comme d'habitude, en forçant un peu trop des fois les passes. Tu vas me dire, Yacine, mais on a vu une vraie connexion. On a vu plusieurs fois des relais, ça se cherchait, etc. Ils ont bien occupé, on va dire, plutôt toute la largeur pour écarter un peu le bloc des Lillois. Et le milieu et l'attaque, quand on dit que des fois c'est pas trop connecté, étaient plutôt connectés. Hier, Verratti a bien fait ce rôle entre les deux. Ouais, et puis on a découvert quelque chose d'exceptionnel dont personne n'avait parlé avant, c'est que Messi est mieux dans l'axe. Donc bravo à Maurice d'avoir fait cette trouvaille, parce que c'est quand même exceptionnel. Non, parce que personne ne le savait. C'est-à-dire que tout le monde croyait que Messi c'était un ailier droit. Et là, d'ailleurs, Yacine, Mbappé, on reviendra sur ses déclarations tout à l'heure au micro de Prime Vidéo, il a dit Messi, quand il est dans l'axe, c'est quand même mieux, etc. On arrive mieux à se trouver. Même Mbappé le dit. Et Mbappé, quand il parle, c'est souvent intéressant, lui, dans ses prises de parole. Ouais, mais c'est un joueur, il n'a pas ses diplômes, il ne comprend pas. C'est-à-dire que Maurice, il vous a dit qu'il joue à droite. Là, c'est exceptionnel, c'est un ailier droit, Messi. Non, mais évidemment que, voilà, oui, Messi aujourd'hui, avec les jambes qu'il a, il est plus capable de jouer à droite. Mais oui, dans l'axe, il a été très intéressant. Il est venu décrocher, il a joué. Moi, ce que j'ai aimé dans ce qui s'est passé hier offensivement, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait plus de simplicité que d'habitude. Alors, il y a eu quelques conduites de balle un peu approximatives, quelques percées où tu es un peu forcé, mais malgré tout, globalement, il y a quand même eu plus de simplicité. On a essayé de jouer vite, et évidemment que c'est le problème, encore une fois, de Verratti. Parce que Verratti en 6, c'est lui qui te permet de sortir des zones de pressing, de sortir le ballon proprement. Mais en même temps, quand il est là-haut, il te sert de relais, notamment sur ce côté axe gauche et gauche. Il y a plus d'animation, on va dire, par rapport au côté droit. En plus, avec un Di Maria transparent. Donc, du coup, Verratti, c'est le parfait relais de Messi, de Mbappé. Donc, c'est encore le problème de Verratti, c'est-à-dire que tu ne sais pas où le mettre parce qu'il doit tout faire dans cette équipe. Quand il est en 6, il te permet de sortir, et quand il est plus haut, c'est lui qui te permet d'avoir cette relation. Donc, oui, c'était mieux. Et je trouve aussi que Mendes est de mieux en mieux, notamment offensivement. Il y a encore des choses défensives à dire, mais offensivement, donc ce côté gauche, il est bien animé. Et voilà. Après, le problème, ça va être avec le retour de Neymar, qu'est-ce qui va se passer? Parce que finalement, est-ce que c'est Mbappé qui doit aller à droite? Est-ce que c'est Messi qui va aller à droite et Mbappé dans l'axe? Parce que Neymar va jouer à gauche. Est-ce que, voilà, il y a encore des choses à voir. Et il y a aussi, malgré tout, cette utilisation d'Hakimi dans cette animation offensive. Parce qu'on a vu que quand on arrive à trouver Hakimi, il y a encore aussi des possibilités. Voilà. Pochettino, il ne veut pas du 3-4-3. Malgré tout, dans l'animation, cette équipe, franchement, dans les principes de jeu et dans les rôles de chacun, le 3-4-3,
Tu peux pas faire mieux. Ça transpire le 3-4-3. Quoi. Mais c'est clair. Et juste un petit mot sur Hakimi, 30 secondes, après je laisse la parole. Sur son côté, il a été bon offensivement hier. Il a eu des difficultés défensives. Et surtout, qu'on ne vienne pas me parler du Maroc en disant « Ah, mais avec le Maroc, il a été bon à 4 défenseurs. » Alors, juste, si vous avez regardé les matchs, à la limite, je veux bien qu'on discute. Si vous ne les avez pas regardés, ce n'est pas la peine. Parce qu'avec le Maroc, Vaïd avait justement décidé défensivement, quand le Maroc, parce que le Maroc défendait plutôt bloc bas, etc., de mettre Hakimi, mais il y avait des joueurs qui venaient apporter sur les côtés, on ne le laissait pas tout seul défendre. Et la deuxième chose, c'est que quand le Maroc récupérait le ballon, Hakimi montait très vite, très haut. C'était Saïs qui venait prendre pour le couvrir. Ouais. Et c'était Massina, l'autre latéral, qui ne montait jamais et qui servait de stopper gauche, on va dire, en tout cas pour couvrir. Donc, ce n'est pas du tout la même animation. Donc, venez pas me dire « Oh, mais je ne comprends pas, avec le Maroc à 4, ça marchait. » Non, ça ne marchait pas. C'est juste qu'il y avait une animation complètement différente. Et on l'a vu évoluer très, très haut. Hakimi était toujours dans la surface, etc. Mais parce qu'évidemment, il y a Elodie qui avait mis un système pour qu'il y ait une sorte de défense à 3 quand tu n'avais plus le ballon. Défense à 3 pour justement gérer les espaces possibles derrière. Omar, je te voyais acquiescer quand Yacine disait que Verratti avait été énorme hier, encore une fois, et qu'il avait permis ce lien entre le milieu et l'attaque. Mais c'est vrai qu'au-delà même de Verratti, qui avait déjà été excellent contre Nice, un des seuls Parisiens excellents, l'animation a bien fonctionné, je disais hier, avec Messi en faux neuf, qui a marqué son deuxième but en Ligue 1 quand même, voilà, il faut le dire. Bon, rejoint Thilo Kehrer, classement des buteurs. Voilà, exactement. Donc, pas beaucoup de buteurs qui marquent au Paris Saint-Germain autant que Kylian Mbappé. Mais voilà, plutôt sur l'équilibre et sur l'animation offensive hier, que tu l'as trouvé comment, Omar? Moi, je trouvais ça très intéressant, même avec Mbappé à gauche. C'est peut-être, entre guillemets, son meilleur poste. En tout cas, dans ce qu'il nous a montré. Après, bien évidemment, il y a un PSG avec et un PSG sans Verratti. Là aussi, c'est cliché de dire ça, mais c'est une réalité. C'est-à-dire, quand ce joueur-là a décidé d'être dans un grand soir, c'est toute la performance de l'équipe qui s'en ressent et on peut que prier qu'il soit en forme face au Real Madrid. Pour moi, c'est une des clés d'ailleurs d'un possible succès parisien. Ça passera forcément par lui. Et juste tout à l'heure, là, parce qu'on parlait de Neymar, faut savoir quand même que la victoire d'hier, c'est la première victoire à l'extérieur en championnat depuis la blessure de Neymar et le match à Saint-Etienne quand même. Ouais. Non, mais ça remonte à mi-novembre, je crois. Ouais, c'est ça. C'est dire à quel point le Paris Saint-Germain a fait beaucoup de nuls aussi, hein, les matchs, etc., qu'on a débriefé dans le podcast, avec des difficultés à l'extérieur. Tu voulais ajouter quelque chose, Omar, ou je me tourne vers Nico? Non, tu peux te tourner vers Nico. Je me tourne vers Nico sur cette animation et sur aussi le retour d'Achraf Hakimi qui change quand même pas mal de choses avant de retrouver le Real qui est en forme, hein, qui a joué toute la CAN, évidemment, Nico, mais tu as parlé tout à l'heure de ses limites un peu défensives où il a eu du mal à contenir Bamba qui a fait un bon match. Alors il était à gauche, après il était plutôt à droite parce que oui c'est ça, hein, c'était Timothy Weah à droite et Bamba à gauche. Deuxième période il était plutôt à droite Bamba. Mais c'est vrai que on l'a vu, moi notamment en deuxième période j'ai des images où il était dans la surface plusieurs fois, où il est monté et pour 2-3 fois il force pour trouver Mbappé dans la passe. Alors peut-être des fois il peut tirer aussi, mais on sent qu'il y a une bonne entente aussi entre eux parce que je parlais de la connexion Messi-Mbappé, mais la connexion Mbappé Hakimi, elle est réelle aussi parce que même on voyait Mbappé, il était de l'autre côté, chercher en transversal Hakimi directement qui était souvent seul. Justement, il le servait Mbappé pour le coup. Oui, surtout hier, ce qu'on a vu, c'est à la fois Messi et puis aussi beaucoup de Draxler qui ont été beaucoup joués sur Hakimi. C'est ça aussi qui fait la différence. T'inquiète, on va faire un focus particulier sur Draxler. Donc, j'imagine. Bon, même un podcast, on fait un podcast après sur Draxler, je croyais, non? Podcast United Draxler, non? Moi, je peux tenir 1 heure sur Draxler. Hein, si on fera tous les deux parce que Yacine, il va dire des méchancetés, je le sens. Il n'est pas invité, Yacine. Mais non, quand tu joues avec un mec, tu sais, on parle d'Hakimi, mais c'est pareil avec l'autre côté, hein, avec Nuno Mendes. On a 2 latéraux qui sont quand même offensivement très forts, qui ont de la vitesse, de la puissance, une qualité de centre, qui voient bien, qui dribblent, qui appellent au bon moment. Et c'est vrai que quand tu les serres dans le tempo, ça fait quand même ça crée du mouvement, ça crée des espaces. Et puis, c'est Yacine qui dit souvent ça crée de l'incertitude chez le défenseur. On n'avait pas un jeu stéréotypé hier avec j'ai le ballon, je repique côté droit, je fais semblant de donner à mon latéral, mais en fait, j'ai jamais prévu de lui donner et donc je repars dans l'axe. Donc,
dès que tu joues avec les latéraux, ça fait quand même une grande différence dans la variété des attaques et ça fait du bien. Après, je le redis, Hakimi, sa manière de fois de se... C'est même pas dans le 1 contre 1 où je le trouve dangereux, c'est dans son placement et dans ses prises de décision. Il sort des fois sur le ballon, il oublie complètement son ailier et puis du coup il arrive en retard et puis derrière c'est un énorme décalage. Alors il rattrape souvent parce qu'il va très très vite, donc ça c'est vrai qu'il arrive à rattraper beaucoup de coups, mais c'est vrai qu'il faudra faire attention contre le Real parce qu'il y a quand même 2 ou 3 fois où il se jette de manière assez étrange, quoi. Et puis après, pour juste terminer sur l'animation offensive, effectivement hier on voit des choses intéressantes et plutôt plaisantes au niveau spectacle. Par contre, je trouve que ça répond à ce match-là, il donne même encore plus d'incertitude pour le match du Real, je trouve, parce que tu joues comment contre le Real, franchement. Déjà, comme on le disait, comment on place les joueurs si Neymar, quand il va revenir, ça va être une vraie question, parce qu'on voit que Messi, la solution de simplicité de Maurice, ça va être de mettre effectivement Messi à droite, mais ce serait une grosse erreur, mais bon, c'est une solution. Mais sinon, tu vois que là, il va y avoir une vraie interrogation, et puis après, contre le Real, toujours la même chose. Est-ce qu'il faut jouer bloc haut comme hier en essayant de les gêner? Est-ce qu'il faut jouer bloc bas pour au contraire éviter de prendre des transitions défensives? Parce que le Real, c'est pas du tout la même qualité que Lille et ça ferait. Vous mettez hier le Real à la place de Lille, je peux vous assurer qu'on parle pas de la même manière ce matin. Donc je trouve que paradoxalement ce match n'a pas. Moi de mon côté, il m'a pas rassuré, on va dire, parce que j'ai pas vu quelque chose qui me dit voilà, le Real, il faut les jouer bloc haut parce que ouais, vraiment, on est bon comme ça. Je suis toujours pas convaincu que ce soit la bonne solution contre eux et si je devais aujourd'hui encore une fois choisir, moi je reste persuadé que c'est un bloc bien bas, bien compact et on attend de voir un peu de comment ça se passe et on leur laisse le ballon. Le Real Madrid qui de son côté, pour donner son résultat, s'est imposé 1-0 face à Grenade. Et dans les stades, ils ont eu 24 tirs apparemment. Ils ont eu les situations, le 11 du Real. Parce qu'il y a quand même quelques incertitudes. Pour l'instant, Karim Benzema est toujours blessé à la cuisse. Alors, normalement, il devrait être revenu pour le match. Pareil pour Ferland Mendy qui était blessé. Casemiro, pareil, n'était pas là. Il y avait Thibaut Courtois dans les cages. Militao, Alaba, Marcelo, Carvajal. Milieu à 3, Camavinga qui a joué titulaire hier. Modric, Kroos. Et puis une attaque à 3, Asensio, Isco, Rodrigo. Donc Isco qui était en faux neuf à la place de Benzema. Avec un but d'Asensio qui a permis de donner la victoire au Real Madrid. Donc voilà, courte victoire, mais victoire quand même. Et le Real qui est toujours leader, avec 53 points en Liga. Je ne sais pas si... il y avait beaucoup de matchs à regarder hier. Vous ne pouvez pas tout regarder. Entre la finale de la CAN et le Paris Saint-Germain, je pense que personne n'a vu le match du Real. Moi, j'ai regardé en replay, vite fait, la première mi-temps. En fait, le truc, c'est que déjà, le Real, ils ont du mal depuis quand même le mois de janvier. C'est pas flamboyant. Il y a des choses qui vont pas. Et puis il y a autre chose, c'est que finalement, parce qu'en fait je voulais essayer de voir si je pouvais faire une minute tactique sur un peu le Real. Et en fait je pense que je peux pas. Pourquoi? Parce que déjà il manquait Casemiro et c'est un problème. Et en fait je pense que si Ferland Mendy n'est pas remis, c'est Alaba qui jouera à gauche. Et que sera Nacho dans l'axe plutôt. Voilà. Donc en fait il y a aucun enseignement à tirer sur ce qu'on a vu. Et puis il y a l'incertitude Benzema aussi qui change tout. Donc voilà, mais j'ai regardé un peu et effectivement, c'est brouillon. Après, ils ont des situations, ils dominent, il n'y a pas de problème. C'est pas non plus un Real qui marche sur son adversaire. On voit bien qu'eux aussi, ils ont une équipe type et que quand il manque 1 ou 2 joueurs, c'est pas exceptionnel. Donc, comme quoi, le Real Madrid a aussi des difficultés, même si c'est une machine et qu'il y a des certitudes dans son jeu, dans son 4-3-3 cher à Carlo Ancelotti qui déroule très bien, il y a aussi des petits problèmes chez le Real Madrid. Parlons d'un joueur et d'un petit attaquant français, Omar Kylian Mbappé, qui a marqué un but absolument splendide en fin de match, un enroulé qui rappelle un petit enroulé de Thierry Henry qui était bord terrain hier pour Prime Video et qui n'ont pas hésité à lui rappeler hier. Au-delà, avant de parler, peut-être, je vais déjà donner son avis sur le match parce qu'il est venu répondre aux questions de Prime Video hier après le match, donc c'est toujours un petit événement d'avoir Kylian Mbappé en après-match. Donc sur le match, l'avis de Kylian Mbappé, on a déjà le petit clin d'œil. On avait pris 5-1 il y a 2 ou 3 ans contre Lille ici même. Donc j'ai retrouvé la date, c'était le 14 avril 2019, où Paris avait pris 5-1. Donc c'est un petit clin d'œil. On continue à essayer de monter en puissance. Aujourd'hui, c'était bien plus complet, plus de jeux, d'animation, de personnalité aussi. On a eu de la réussite au départ qui nous a bien lancé dans le match, mais c'est encourageant, on est content. Omar, sur le match de Kylian Mbappé, est-ce que on en a parlé un peu, j'imagine que tu es d'accord avec son constat de voir qu'il y avait plus d'animation, plus de personnalité, mais tu l'as trouvé comment dans ce match? Parce que c'est vrai qu'il était comme tu disais, peut-être à son meilleur poste à gauche. On l'a vu souvent
se décaler un peu pour prendre de la vitesse, de la profondeur, avoir le temps justement de venir dribbler, de repiquer dans l'axe et ou servir de point d'appui à Lionel Messi pour jouer en 1-2 avec lui. Tu l'as trouvé comment Mbappé hier? Non, moi, je l'ai trouvé intéressant, fidèle à lui-même et il a produit ce qu'on attendait de lui. Alors, on n'attend pas un but de classe mondiale à chaque rencontre, mais c'est sûr que ça fait pas de mal. Et de toute façon, il en est capable. Après, comment dire le truc, c'est que Mbappé, aujourd'hui, le PSG, c'est son équipe. C'est-à-dire qu'on parlait de Verratti tout à l'heure, mais au-delà de ça, faut pas oublier que toute la saison qu'on a vue, le nombre de matchs qu'il nous a débloqués, il est hyper important. Maintenant, dans l'optique du match face au Real Madrid, bon, il va falloir espérer qu'il performe comme il le fait en Ligue 1 et qu'il puisse aider à porter l'équipe. C'est intéressant de voir sa relation avec Messi et Verratti, comme j'ai dit tout à l'heure. Bon, après, j'espère juste qu'il va pas jouer le match dans sa tête, le match avec des champions dans sa tête, avant de le jouer sur le terrain et qu'il sera présent le jour J. Je veux dire qu'il soit pas un peu pas stressé, mais que dans les gestes, qu'il soit un peu pris par l'enjeu et tous les à côté du match, en fait. Bah, c'est vrai que ça sera forcément un événement au-delà aussi du match, Nico, parce que on parle beaucoup de Mbappé qui est en fin de contrat, qui pourrait signer au Real Madrid la saison prochaine. Et il a d'ailleurs répondu sur son avenir hier, Kylian Mbappé. Il a répondu donc à la question de Thibault Leroll, est-ce que votre décision est prise pour la saison prochaine? Et il a répondu, ma décision n'est pas prise. Je pense que le fait de jouer contre le Real Madrid change beaucoup de choses. Même si je suis libre de faire ce que je veux à l'heure actuelle, je ne vais pas aller parler avec l'adversaire ou faire ce genre de choses. Je suis concentré à gagner contre le Real, à faire la différence, et après on verra ce qui se passera. Comment tu analyses cette déclaration? Parce que quand Mbappé parle, il y a toujours quelque chose à tirer, il y a toujours quelque chose, on va dire, d'intéressant. C'est moins platonique que Pochettino, on est d'accord, Nico? Il y a quelque chose derrière. Ça peut difficilement être plus plat que Pochettino. Plus plat, je ne sais pas ce que c'est que Pochettino. Donc, la déclaration d'Mbappé, Mbappé, il va partir au Real Madrid. Le fait de dire que jouer contre Real Madrid change beaucoup de choses, ça veut dire quelque chose quand même. Bah, ça veut juste dire qu'il ne peut pas parler avec eux avant parce que ça se fait pas trop, voilà, c'est tout. Et qu'il parlera après, du coup. Mais il n'y a pas besoin, de toute façon, à mon avis, de beaucoup parler parce que tout est déjà calé. Le contrat est prêt, le salaire est prêt, la prime à la signature également. Tout le monde dans la famille va être content de ce petit pactole. Et puis Mbappé jouera au Real l'an prochain. Donc pour moi, c'est un non-débat en fait. Pour moi, il n'y a même pas de. Il n'y a plus de dossier Mbappé. Il n'y a plus de dossier Mbappé. Je vous l'ai déjà dit l'été dernier. Pour moi, c'est terminé. C'est acté qu'il va partir. J'ai certaines personnes qui viennent me parler un peu sur Twitter et qui me disent que potentiellement l'arrivée de Zidane pourrait bouleverser ce plan de carrière de Mbappé. Et j'ai même du mal à croire à ça. Franchement, pour moi, c'est fait. Donc sa déclaration, je la vois vraiment juste comme ça. C'est en gros, je peux pas parler avec eux maintenant parce qu'on va les affronter, que ça serait pas correct. Mais une fois que le match sera passé, à partir de mi-mars, début avril, je vais reprendre tranquillement mes discussions avec eux et finaliser les derniers points qui ont besoin de l'être. Mais voilà, pour moi, ça va être c'est un non-événement pour moi, parce que je te dis, pour moi, il n'y a plus de dossier Mbappé au PSG depuis plusieurs mois. Donc voilà, je suis résigné dans ce dossier en tout cas. Avant que je vienne te voir, Yacine, je vais te poser la question, Omar, parce qu'on se la pose régulièrement en podcast. Donc Yacine a déjà répondu. Toi aussi, tu penses que c'est déjà fait? Je ne sais pas si tu as des échos ou des infos, etc., qui traînent au parc sur le dossier Mbappé et si c'est déjà fait pour son avenir, ou si le fait que Zidane vienne l'été prochain, ça changerait la donne. Non, moi, j'ai pas spécialement d'infos là-dessus. Après, comme Nico, j'ai entendu également l'histoire de Zidane avec éventuellement le ticket Wenger en directeur sportif. Maintenant, moi, je pense qu'il faut tout Mbappé qu'il est, avec tout ce qu'il a apporté au club, moi, je pense qu'il faut lui dire merci et, entre guillemets, commencer à préparer la suite parce que malheureusement, ce dont j'ai peur, c'est que le PSG est coutumier du fait. C'est-à-dire qu'on le sait qu'Mbappé va aller au Real et que ça sera une énorme perte pour le club. Donc c'est aussi à nous de préparer l'avenir et pas de se retrouver dépourvu parce que si le jour où il va au Real, si on n'a rien préparé, on va se retrouver là, les bras ballants, à se dire bon c'est quoi la suite maintenant? C'est juste pas possible. On le sait. Je veux dire, s'il n'y avait pas eu le Covid, Mbappé il serait déjà sûrement au Real. Donc bon, on a eu le Covid, on a eu plein de choses qui ont fait que bon, il est resté avec nous. Messi est arrivé, tout ce que vous voulez. Maintenant, je pense qu'à un moment, il faut arrêter de s'accrocher comme si Mbappé il est très très fort.
il n'y a pas de problème. Mais il faut lui dire merci pour tout ce qu'il a fait, et le laisser s'en aller et préparer la suite. Moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Yacine, sur sa prise de parole, toi, hier, c'est quoi ta réaction? T'es du même avis que Nico, que c'est un non-événement que c'est déjà fait, et comme Omar, que voilà, il faut déjà préparer l'avenir, en fait. Parce que c'est ce qu'on lit un peu dans la déclaration, c'est je n'en parle pas parce que je suis en train de me mettre d'accord avec eux et c'est pas bien par rapport à mon club, je suis professionnel et que je vais faire le boulot sur le terrain. Mais après, une fois que ce sera fini, on verra. Ouais, parce que de toute façon, s'il dit je le dirai en temps et en heure, bah, il va se faire allumer parce que c'est pas correct. Et s'il dit, et là, il dit j'attends, enfin, il n'y a rien de fait, le match, ça change beaucoup de choses. Bon, voilà, c'est de la politique, on le sait. Enfin, il y a rien à dire. Moi, de toute façon, je suis comme Nico persuadé qu'il y est déjà, que c'est réglé, qu'il n'y a rien qui changera. Et à la limite, j'ai envie de te dire que si c'était Zidane qui influençait sa prolongation, je trouverais ça terrible en fait. Voilà, parce que ça voudrait dire qu'il reste au PSG pour Zidane. Enfin bref, voilà, moi j'y crois pas du tout non plus. Et voilà, après il n'y a rien à dire. Moi, comme j'ai dit à chaque fois dans ces moments-là, écoute, donne tout ce que tu as donné jusqu'à la fin, sois réglo, et puis après, c'est la vie du football, quoi. T'as un club qui t'a laissé aller au bout de ton contrat, tant pis pour tout le monde, et puis c'est tout. En tout cas, oui, non, mais voilà, on sait que Mbappé de toute façon sera professionnel, c'est pas du tout un problème et qu'il respectera, qu'il fera pas de manière. Contrairement à d'autres, par exemple. Comment? Contrairement à d'autres, par exemple. Tu veux dire quoi, Dembélé? Non, je sais pas, il y a des mecs qui n'ont pas prolongé et qui, depuis 3 mois, je crois qu'eux, ils se foutent réellement de nous, mais bon, après. Ah, vas-y, dis-moi, t'as des idées? Di Maria. Non, mais s'il va se moquer, non, mais il va se foutre de nous longtemps, quoi. Attends, alors on va y venir juste après. Je voulais juste donner une dernière déclaration et je te laisse rebondir dessus, Yacine. C'est un peu plus, voilà. Par contre, je voulais dire que l'analyse d'Mbappé du match, elles sont souvent bonnes et elle est encore une fois très bonne. Tu vois, il n'est pas dans l'enflammade de dire on a gagné 5-1, on a montré, on a ceci. Il a noté les quelques. Enfin, il n'a pas dit que c'était exceptionnel. Il a noté les quelques lacunes, ce qui restait encore. Voilà, je trouve que c'est. En tout cas, quand il parle de jeu, c'est plus intéressant. Non, mais c'est vrai c'est pour ça que je voulais les donner parce que c'est pas souvent que déjà Mbappé, sa parole est rare. Et en plus, quand il parle des matchs, il a quand même souvent raison sur le fond et il dit pas les mêmes choses que Pochettino. Mais c'est une autre déclaration d'Mbappé, justement, c'est sur l'égalisation lilloise et l'action de classe de Ben Arfa. Je sais pas si tu l'as vu, il dit, on lui pose la question parce qu'il est avec Di Maria à côté de Ben Arfa quand il démarre sur l'action. Et donc il répond Mbappé sur l'action au départ, on est deux avec Di Maria et on se regarde en vas-y toi, c'est toi qui vas prendre. Ben Arfa, il maîtrise, comme on dit souvent, la qualité ne s'achète pas à Carrefour. Il peut pas jouer pendant un an, mais il y aura toujours des restes, même s'il perd en rythme. Mais la qualité, il l'a. Mais j'avoue que quand il redémarre, on était sur le recul frein, on se demandait qui allait manger. Moi, je ne voulais pas manger. Non, mais c'est. Tu sais que cette déclaration, elle est folle parce que y a quand même l'idée de se dire qui va défendre. Non, mais déjà, c'est pas. Non, mais il n'y a pas de discussion, c'est déjà le joueur le plus près. Et sur Ben Arfa, bah ouais, Ben Arfa, il n'y a rien eu avant. Il n'y a rien eu après, il y a eu un éclair. Et puis voilà. Et puis comme d'habitude, on est venu me dire ah, Ben Arfa. J'espère qu'il se posera pas trop la question. Parce son éclair habituel. Et le prochain match, on est le combien? Le 7 février. Bah, rendez-vous autour du 23 avril, comme ça, pour le prochain éclair. Et puis on en reparle après, en fin de saison. Omar, tu veux dire quoi? Non, je disais on rigole parce que hier, finalement, même si c'est le but de l'égalisation, ça prête pas à conséquence sur le score final, mais quand ce sera Vinicius à la place de Benzema, il va peut-être pas falloir se regarder dans le blanc des yeux non. Vinicius à la place de Ben Arfa, pardon. Faudra peut-être pas se regarder dans le blanc des yeux parce que bon, ça serait peut-être compliqué quoi. Et là, pour le coup, Vinicius, c'est pas un éclair en 90 minutes, hein, c'est plusieurs éclairs. C'est plusieurs éclairs, c'est la foudre. J'ai lancé exprès Yacine dessus parce que je sais que sur Ben Arfa, on le tangue souvent sur Twitter en disant ah regarde, parce que Yacine avait mis un tweet en disant Ben Arfa très bien à Lille, etc. Mais vous verrez, il va faire un éclair dans le match et au final, il va pas aider beaucoup l'équipe. Mais bon, hier, sur le coup, c'est décisif ce qu'il fait, c'est une passe d'ess. Contre le PSG, de toute façon, en général, il avait fait 2 passes décisives à Bordeaux l'année dernière et après, il a disparu aussi. Hein. Oui, mais oui. C'est vrai qu'après, il a été éteint un peu dans le match. Bon, Nico, est-ce que toi, tu veux souligner le beau geste de Ben Arfa quand même qui enrhume Di Maria et Mbappé sur cette capacité quand il est arrêté à reprendre une accélération et à faire ce dribble magnifique et cette passe surtout, parce qu'il a la lucidité de faire la passe juste avant pour Botman.
Mais non. Je vois pas sur le positif, moi. Oui, mais non, désolé Hugo. Non, mais alors, sur cette action déjà, moi je trouve que c'est même plus le héros de cette action, c'est même pas Ben Arfa pour moi, c'est Di Maria et sa manière de défendre qui est juste exceptionnelle. Ouvrir autant le couloir avec sa position de corps, bah voilà, on voit ça avec les U8, U9, à partir des U10 on le voit déjà même plus, tu vois. Donc c'est juste exceptionnel comment il défend. Après non, Ben Arfa, je vais pas dire trop de positif, je me suis fâché. Heureusement, Ben Arfa, tous les 6 mois, je me prends la tête avec son fan club de mononeurones là sur Twitter qui nous explique faire 3 dribbles, c'est être le meilleur joueur du monde. Donc je vais le dire encore une fois parce que j'ai plus de problème avec eux. De toute façon, maintenant je suis complètement immunisé. Donc Ben Arfa est la plus grande imposture des 20 dernières années en termes de football. Non, mais je te le dis, c'est oui, alors effectivement. Ça va faire polémique, ça. Il a un beau coup de rein, il a un dribble extraordinaire, mais c'est pas un joueur de foot. Voilà, pour moi, c'est un mec de vidéo YouTube. Voilà. Il a fait une saison complète à Nice. Le reste du temps, c'est un fantôme qui te fait 2 éclairs dans la saison, qui te pourrit un collectif en 6 mois parce que tout le monde a envie de le claquer parce qu'il lâche jamais son ballon. Et puis bah là, écoute, comme le dit Yacine, il a 6 mois pour briller à Lille. Je pense qu'il a un crédit de 2-3 grosses actions. Il en a déjà joué une. Voilà, il en reste 2. Donc j'espère juste qu'on aura l'occasion de les voir parce que dans 6 mois, il sera libre de tout contrat et puis il signera dans un club espagnol ou portugais au mois de janvier 2023. Et puis, on la connaît l'histoire. Hein, donc, moi, j'ai jamais été fan de Ben Arfa et c'est pas aujourd'hui que ça va changer. Mais il m'a énervé effectivement hier sur le but, évidemment. Évidemment, je l'ai insulté. Et voilà, t'as pas admiré hier, il t'a juste énervé, il t'a saoulé de... Il n'y a rien à admirer, Hugo. Il fait un dribble dans le match, c'est tout ce qu'il a fait. Hein. Si, il a une frappe aussi, une frappe contrée par Kimpembe, c'est tout. Ouais. Bah écoutez. Le reste du temps, non, mais le reste du temps, il fait quoi dans le jeu? Il t'a rien à. Et encore, il a 5 dans l'équipe ce matin. Donc bon, c'est les notes de l'équipe, on va pas. C'est comment elles sont distribuées les notes, donc c'est pas grave. Mais le match, voilà, on résume le match de Ben Arfa à quoi? Voilà, une accélération, une passe. Bon, c'est léger quand même. Hein. Bon, faudra pas venir tweeter quand il mettra un coup de rein à Rudiger en 8e de finale de Ligue des Champions, qu'il mettra un but à Mendy, d'accord? Non, aucune chance. Ok, bon, on verra ça alors. Vous parlez de Di Maria. Donc venons sur Di Maria, c'est le petit hic de cette soirée. Là, sa sortie sur blessure, alors qu'il venait de revenir de sélection argentine. André Di Maria n'a pas terminé donc la première période. Il a été remplacé par Julian Draxler juste avant la pause. Bon, avant cela, il avait été plutôt fantomatique sur le terrain, enrhumé, donc on le disait, par Ben Arfa sur l'égalisation lilloise. Je vais revenir vers toi, Yacine, parce que tu voulais en parler tout à l'heure. Il a subi plusieurs fautes aussi, pris des coups tout au long de la première période. Est-ce qu'il est sorti par précaution ou pas? En tout cas, Pochettino a dit que sur Ben Arfa, attendez, je reprends la déclaration pour être tout à fait exact. Je ne crois pas que ça soit très grave. C'est un coup à la jambe et j'espère qu'il sera disponible le plus rapidement possible. Ouais, ça ressemble à... Attendez, juste, je te laisse développer dessus. Je vais juste baisser un peu le rideau parce que j'ai le soleil dans la tronche depuis tout à l'heure. Je reviens tout de suite. On est pour 2 secondes. Vas-y, Yacine. Ça ressemblait plus à une sorte de béquille au mollet. Voilà. Bon, après est-ce que c'était la bonne excuse pour justifier son mauvais match? C'était le bon moment. D'ailleurs, on peut faire une parenthèse sur le fait que Pochettino a décidé de s'enlever une session de changement à 23 secondes de la mi-temps. Oui, c'est quand même exceptionnel. Quand même. C'est grave parce que, ok, bon, c'est marrant parce que nous, on dit souvent qu'il ne fait pas de coaching, donc en fait, ça ne change rien. Mais le problème, c'est que si tu as un blessé à la 51e, tu fais quoi? Enfin, tu t'enlèves, tu as déjà 2 sessions de changement, mais c'est catastrophique comme gestion de l'événement, de tout ça. Franchement, c'est grave, mais bref. C'est ce genre de légèreté qui peut parfois nous faire croire que c'est pas qu'il maîtrise rien, ou qu'il s'en fout, mais c'est que ça lui passe un peu parfois au-dessus de la tête. J'ai l'impression que voilà quoi, il subit les événements plus qu'autre chose. Ce qu'il fait hier, franchement, c'est n'importe quoi, parce qu'en plus, bon, pour ceux qui se rappellent, le fameux PSG Caen avant Chelsea, où tu te retrouves à finir à 9, c'est-à-dire que si tu as 2 blessés à la 60e, il se passe quoi? Enfin, c'est pas possible. Et puis, si c'était à la 35e, tu as 10 minutes à finir à la mi-temps. Tu as 20 secondes à attendre pour la mi-temps, quoi. C'est voilà, pas, 44 minutes 40, enfin bref. Donc voilà, après, sur Di Maria, ouais, moi je trouve que ce qui me dérange le plus, c'est que, je disais tout à l'heure, il n'a pas prolongé, donc on a l'impression qu'il se moque de nous. Le problème, c'est que tu le vois avec l'équipe d'Argentine, c'est un autre contexte, c'est ok, pas des adversaires non plus exceptionnels, mais malgré tout, dans l'attitude, il est différent. Donc moi, qu'on ne me fasse pas croire qu'au PSG, moi je pense qu'au PSG, il y a plein de choses, c'est-à-dire qu'il n'est pas forcément content de son pseudo-statut qui fait que si Neymar revient, bah, il sait qu'il va être sur le banc.
Il donne pas tout parce que certains font pas les efforts, donc il n'a pas à faire les efforts. Il n'a pas prolongé, donc voilà. Moi, je trouve que ça fait beaucoup de choses pour un seul joueur et que ça fait quand même plusieurs mois maintenant qu'il vit sur des petits exploits et encore, quoi. Donc, c'est un vrai problème. Bah, comme tu disais, c'est d'autant plus frustrant qu'il fait une bonne trêve avec l'Argentine. Je crois qu'il est 2 fois capitaine et il met un but contre le Chili. Donc quand tu vois ça, tu peux pas accepter ce qu'on voit hier sur le terrain à Lille, quoi. Nico, bon, j'ai écouté, hein, désolé parce que je suis en béquille pour aller changer le rideau, donc ça, je mets un peu plus de temps que les autres. J'ai écouté votre débat sur Di Maria. Nico, sur Di Maria, je crois que tu n'as pas parlé, non? J'ai pas entendu. Non, bah, ils ont tout dit. Ça fait effectivement plusieurs mois qu'ils ne mettent plus un pied devant l'autre. Déjà, effectivement, l'état d'esprit, le comportement est problématique. Mais au-delà de ça, il y a même un niveau football actuellement avec le PSG qui est pas possible, quoi. Il fait plus rien. Il nous a d'habitude, c'est vrai qu'on se contentait d'une passe, d'un éclair, d'une accélération. Là aujourd'hui, il n'y a plus tout ça. C'est vrai qu'il ne sert pas à grand chose et ça paraît dingue, mais la rentrée de Draxler hier était monstrueuse, quoi. 45 minutes de Draxler à côté de ce qu'on a vu pendant 3 mois de Di Maria, ça nous a sauté aux yeux, quoi. Donc c'est dire. Alors je sais que Hugo va nous dire que c'est dire le niveau incroyable de Draxler et la classe de ce joueur. Moi, je vais peut-être un peu dire, c'est dire justement le niveau abyssal de Di Maria depuis quelques temps. Donc, Vas-y, je sais que le sujet te tient à cœur. Non, mais parce que tu vas encore me dire que c'était juste un geste technique. Peut-être que ça te dérange pas quand c'est Draxler qui le fait, mais j'espère que tu as vu sur le côté, là, à un moment, son geste où il prend de vitesse. C'était l'arrière gauche de Lille. Je dis jamais très bien son nom. C'est Gudmundsson, le Suédois, où il le prend de vitesse, ce petit crochet, etc., où il centre en retrait et il faut un arrêt de Garbage pour. Justement, c'est après qu'il y a le but de Danilo Pereira dans la suite de l'action, dans la continuité, où le ballon est renvoyé par Garbage et Danilo Pereira frappe et c'est contré. Mais non, mais pour essayer 2 secondes, Draxler, est-ce qu'il va contre Real Madrid? Non, il a été intéressant hier. Je crois que vous êtes en décalé alors, parce que je l'avais dit depuis au moins 5 secondes. Mais je crois que ma connexion n'a pas été terrible parce que vous avez rigolé 5 secondes après. Ou alors vous rigolez un peu en décalé. Draxler, il a été intéressant hier. Il a été pas mal dans les 45 de sa deuxième période, dans sa relation avec Hakimi. Parce que lui, au moins, quand il était côté droit, il l'a cherché. Il a joué avec lui. Et il n'est pas revenu systématiquement dans l'axe pour jouer avec Messi. Et ça, c'est intéressant. D'ailleurs, sur la fameuse action, il cherche Hakimi. Le ballon est contré et il le récupère et après, il va éliminer. Mais en fait, Draxler, je vais être dur. Hein. En fait, mais moi, je le déteste encore plus quand je le vois faire ça. C'est-à-dire que lui aussi, il se fout de nous. Franchement, quand tu as cette qualité technique, parce que je rappelle quand même que Draxler, quand il arrive, il fait 6 mois qui sont de très très haut niveau. Voilà, quand tu as cette qualité technique, quand tu as cette faculté à éliminer aussi facilement, etc. Mais pourquoi tu n'as pas envie de jouer, quoi? Non, mais c'est pas possible. Là, 45 minutes, je suis sûr que tu le mets contre Rennes et on va le défoncer. C'est ça le problème, moi, qui me dérange. C'est que ces mecs-là, ils devraient être, à chaque fois qu'ils jouent, le minimum du niveau que tu attends de Draxler, c'est ce qu'il a fait hier. Et tu es en droit même d'attendre plus. Voilà. Toujours ce curseur de l'exigence, hein, Yacine. En même temps, c'est pas compliqué, parce que Draxler, on l'a vu parfois transparent. Ah, mais je rigole. En plus, je sais bien, j'exagère exprès, mais je sais très bien que voilà, c'est beaucoup trop insuffisant par rapport à son niveau et que justement, t'es encore plus énervé quand tu vas faire ça parce que tu dis, mais en fait, comme tu disais, Yacine, il pourrait le faire sur 90 minutes. Et tu vois, même Omar, est-ce que toi tu veux m'aider? Ah, vas-y, Yacine. Avec Tourelle, il avait joué aussi au milieu. Et moi, je suis désolé, quand je vois un mec comme Herrera, j'ai envie de lui dire, mais t'as pas envie de lui prendre sa place, sérieux? T'as pas envie juste de courir et de montrer que ce que tu peux apporter à la place d'un Herrera? Enfin, voilà quoi. Moi, c'est ça qui m'énerve, qui me frustre. Ouais, c'est vrai, au moins, il pourrait, dans un milieu à 3, t'as perdu là. Draxler, c'était plus intéressant qu'un Herrera on va dire quand on parle souvent en plus d'animation. Ah bon? Pourtant, j'ai une bonne connexion, moi. Je me vois bien? Non. Je me vois pas bien là? Tu vois, t'es pas lucide, t'es comme Draxler, t'es pas lucide sur ta connexion. Bon. Alors, vous m'entendez là, toujours pas? C'est bon. Si, c'est bon, là, on t'entend.
Bon, désolé, je pensais que ma connexion était bonne aujourd'hui parce que j'ai fait un partage de connexion comme le dernier podcast. Bon, désolé si c'est un peu compliqué aujourd'hui. Non, je disais Omar, c'est vrai que ça pourrait être intéressant d'avoir Draxler, on en a déjà parlé en plus plusieurs fois dans le podcast. Dans un milieu à 3, il serait plus intéressant qu'Herrera, mais au-delà de ça, toi, est-ce que c'est un joueur que tu apprécies déjà, Julian Draxler? Ouais, bah, c'est un joueur que j'aime bien voir jouer. Après, c'est un joueur dans lequel j'avais beaucoup d'espoir quand il a signé au PSG. Bon, après, j'ai vite compris que il était plus intéressé par le fait de pas trop froisser son maillot et que s'il pouvait, après match, ne même pas passer par la douche, c'était mieux pour lui. Bon, c'est pas le seul dans cet effectif, donc ça restera un goût d'inachevé, malheureusement. En tout cas, est-ce qu'il est encore, il est encore combien? 2 ans de contrat, Draxler? 3, non? 3? 2 ou 3, ouais. Enfin, Ouais. là, ça fait partie des choses exceptionnelles. Bon, après, C'est bon vivre à Paris, hein. Ah bah, c'est sûr que lui, il est bien intégré. À Lyon Kurzawa, tiens, d'ailleurs. On en a parlé lors du précédent podcast, Omar, comme il n'a pas voulu partir parce que la soupe est trop bonne au PSG et qu'il est attaché au cadre de vie parisien. Bon, il n'a pas voulu partir. On avait cité Lille d'ailleurs, il y avait Lille qui était intéressé pour un prêt de 6 mois dans la dernière journée de mercato et ça s'est pas fait au final parce que Paris demandait trop par rapport à son salaire, dans ce que Lille devait prendre de son salaire. Un petit mot, Nico, on n'en parle pas souvent, Danilo Pereira. Alors, pourquoi sur Danilo Pereira? Parce que hier, déjà, il a marqué son 4e but en Ligue 1, doublé pour lui. Avec ses 2 buts, donc, il intègre le top 3 des buteurs du Paris Saint-Germain en championnat, à égalité avec Icardi. Donc, c'est dire quand même le peu de joueurs qui marquent autant, et surtout d'autres que l'attaquant français dans cette équipe. Mais c'est vrai que, alors moi en plus, je ne vais pas cacher, je ne suis pas du tout fan du profil du joueur, mais encore une fois, on ne lui a pas demandé, c'est pas de sa faute s'il est mis en relayeur, c'est pas de sa faute s'il est au Paris Saint-Germain. Lui, il est là, il essaie de faire son taf. Hier, je ne vais pas dire qu'il a été mauvais, il a été bon. Après, évidemment, moi je le préfère en sentinelle parce que ce qui me dérangeait dans la composition hier, Nico, je pense que c'était pareil que moi, c'est que en fait, dans les 3 milieux, tu as 3 sentinelles. Alors Verratti peut jouer ce rôle de relayeur, mais Danilo et Paredes sont des sentinelles. Et c'est pour ça qu'on critique souvent le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'animation, de dédoublement, de vitesse dans le jeu, et qu'on a ce rendement au milieu. Mais bon, hier Danilo était bon. Voilà. Il a été bon parce que le match fait qu'il peut être bon. En gros, pour m'expliquer, tu as un joueur qui effectivement, il peut marquer autant de buts qu'il veut, ça ne deviendra pas un grand joueur de ballon. Ça voilà, c'est dans son profil. Mais bon, après, c'est pas non plus un manche, quoi. Il est capable de contrôler, de faire une passe vers l'avant à partir du moment où il a 2-3 secondes de temps et 10 mètres d'espace. Hier, il n'est pas pressé, Danilo, donc effectivement, pour lui, c'est plus facile, effectivement, de se retourner et puis d'orienter un petit peu plus le jeu. Et voilà, donc le contexte du match lui permet, même à ce poste, d'être à un niveau tout à fait correct. Après, moi, je suis comme toi, Danilo, c'est pas un profil qui me fait rêver. Je pense que c'est un joueur qui n'a pas sa place de titulaire dans les 10 plus grands clubs européens actuellement. Et ça changera pas après ce match-là. Maintenant, tu peux pas lui reprocher grand-chose sur ce genre de match parce qu'il court, il gagne ses duels, il va au contact. Hier, il est relativement propre techniquement, il est relativement propre dans les passes aussi, mais parce qu'il fait pas non plus de dinguerie. Et puis bon, il a de la réussite au plus parce que bah voilà, il marque, il suit bien sur le premier but, sa frappe du deuxième est contrée, mais voilà, au moins il prend sa chance et la frappe, elle part bien au départ aussi. Donc il n'y a pas grand-chose à lui reprocher, mais c'est pas non plus ce genre de prestations qui vont changer la hiérarchie des milieux au Paris Saint-Germain et qui vont nous dire bon bah voilà, le PSG a mis 5-1 à Lille, donc on a trouvé le milieu qu'il faut absolument aligner contre le Real, parce que je maintiens que Danilo dans un poste de relayeur avec une équipe qui te presse et avec peu d'espace et avec l'obligation de jouer souvent dos au but, bah ça peut pas marcher. Voilà, ça peut juste pas marcher. Donc voilà, bravo à lui pour son match, mais ça en fait pas le nouveau Kimmich pour autant. Yacine. Ouais, mais tu vois, le problème du PSG, c'est quand même que normalement, si tout le monde a envie de jouer, de faire ce qu'il faut, il n'y a pas photo entre Paredes et Danilo. Et en fait, tu en arrives à te demander à un moment donné dans un gros match, est-ce qu'il vaut mieux pas mettre Danilo parce que l'autre joue en marchant, qui se regarde jouer, qui fait pas les efforts, qui court pas, et tu te contentes en fait par défaut de te dire c'est Danilo qui doit jouer parce qu'au moins bah, il respecte le maillot, il se tape, il essaie d'être simple, de pas faire n'importe quoi. C'est ça qui est dramatique en fait.
Parce que normalement, je le répète, à la base, si tu me dis au milieu, là, Gay il va revenir. Donc, tu as Gay, tu as Verratti, le troisième milieu. Si on te dit, tu as Paredes ou Danilo, mais il ne devrait même pas y avoir de discussion. C'est-à-dire qu'on ne devrait même pas te dire, il y a Paredes ou Danilo. Évidemment que c'est Paredes. Mais le contexte PSG et l'attitude des joueurs t'amène à te poser cette question et de te dire, mais est-ce qu'il vaut mieux pas un Danilo finalement? Mais c'est pas normal. En plus, avec l'absence de Herrera, on se disait peut-être qu'il pouvait choisir un troisième relayeur, on va dire un peu plus technique. Il y avait Eric Dinaï-Bimbe, par exemple. Au-delà de parler toujours de Xavi Simons et Michu, parce qu'après, on va dire qu'on fait la lèche tout le temps sur les jeunes. Il y avait un Eric Dinaï-Bimbe qui peut jouer ce rôle de relayeur et qui l'a déjà fait, et qui est plutôt intéressant, et qui aurait pu aussi être à la place de Danilo. Bon, Mauricio Pochettino a fait le choix, peut-être pour te se dire c'est le champion de France en titre en face. À l'extérieur, on a du mal. Alors, tout à l'heure, Paris n'a pas gagné depuis mi-novembre à l'extérieur, donc je mets un Danilo Pereira. La logique des statuts, Yacine. Ouais, mais moi je pense que la réflexion, elle est même pas là. La réflexion, elle est finalement contre Madrid, de qui je vais avoir besoin. Et quoi qu'il arrive, ce sera Danilo avant Dinaï-Bimbe, ce sera Paredes avant Dinaï-Bimbe, ce sera Herrera avant Dinaï-Bimbe. Donc en fait là, il est rentré dans... tu vois, hier, beaucoup de gens se sont plaints, entre guillemets. Tu mènes 4-1, voire 5-1, tu fais pas rentrer les jeunes. Mais en fait, les jeunes, c'est fini. C'est-à-dire que contre le Real, je vais pas avoir besoin des jeunes. Je vais pas les faire jouer quoi qu'il arrive. Je trouverai autre chose, mais je les ferai pas jouer. Donc en fait, j'ai pas besoin de leur donner de temps de jeu. Paris joue qu'un match par semaine, parce que le prochain match, c'est vendredi. Tout le mois de janvier, ils ont joué qu'une fois par semaine. Donc à l'arrivée, hier, ils laissent le plus longtemps possible ceux qui se dirigent vers le match du Real, parce qu'en fait, il n'y a pas de match cette semaine avant vendredi. S'il y avait eu un match tous les 3 jours, peut-être qu'à un moment donné, tu te dis, bon, Verratti, je vais le faire souffler, Mbappé aussi. Là, tu te dis, il faut qu'il joue 90 minutes parce que le prochain match, c'est vendredi, on a 5 jours, et qu'en 6 semaines, on a fait 6 matchs. Voilà, donc en fait, lui, il est dans cette logique-là. Donc il n'y a ni Dinaï Mbimbe, ni personne qui rentre dans cette logique-là. C'est qui est-ce que je vais faire jouer contre le Real à part catastrophe? Ben, ce sera Danilo, ce sera Paredes, ce sera même Herrera, ce sera Draxler, ce sera Di Maria, voilà. Et justement, pour parler un peu du match qui arrive, Omar, il restera, donc Yacine nous disait, vendredi prochain, 24e journée de Ligue 1, réception de Rennes au Parc. Donc ça sera un gros match pour le Paris Saint-Germain avant d'affronter le Real. Quelle équipe tu penses, justement, du fait que Mauricio Pochettino commence à montrer des signes des joueurs qu'il va faire jouer, tu penses, alors peut-être tu peux me dire toi ton envie personnelle de composition de départ, est-ce que Mauricio Pochettino va faire au final? Moi, je pense qu'en fait, ça va dépendre aussi de l'état de forme de Neymar. Est-ce que ça peut être intéressant d'éventuellement lui faire prendre quelques minutes de jeu sur ce match-là? Est-ce qu'il sera disponible même? Et puis après, je pense qu'on aura sensiblement la même équipe, avec peut-être Gay en milieu de terrain à la place d'un des trois qu'on a vu hier soir. Mais sinon, je pense que hier, on avait l'équipe à 90%, l'équipe qu'on verra face au Real Madrid. Toi, t'es un peu de l'avis, je sais que tu regardes les podcasts, donc t'es de l'avis de Nico et Yacine du fait qu'il n'y aura pas de 3-4-3, de défense à 3 avec des pistons sur les côtés, ce qu'on réclame depuis des lustres et des lustres, mais que Pochettino n'a visiblement pas envie de faire. Non, je pense que, c'est pas qu'il se saborderait, mais je le vois pas être téméraire au point de tenter ça un match avant de recevoir le Real Madrid. Nico, toi, du coup, la composition que tu verrais avant, alors avec peut-être le retour de Neymar, Omar le disait, c'est vrai qu'on verra s'il peut jouer quelques minutes contre le Real, ça définira aussi beaucoup s'il peut jouer, il sera apte pour jouer contre le Real. La composition de départ que tu souhaiterais, ou en tout cas celle que tu penses serait la meilleure adaptée face au 4-3-3 de Carlo Ancelotti. Alors, la compo contre Rennes ou contre le Real, tu veux? Contre le Real. Ah, parce que contre Rennes, déjà, moi, je une petite parenthèse, moi, contre Rennes, déjà, je mets tout le monde au repos. Hein. On est le PSG, je vous rappelle. Donc, les Mbappé, les Verratti, les Marquinhos, tous ces mecs-là. Rennes, ça va pas en ce moment, donc tu à la maison, facile avec une équipe B. Hein. Non, mais moi, je mets tout le monde en tribune avec Yacine et Omar au petit four, là. Et aucun risque. Zéro risque, quoi. On est Paris, hein. C'est pour ça que je te demande pas la composition du PSG face à Rennes. La compo, je vais pas donner celle que je veux, je vais donner celle qu'on aura. Parce qu'elle n'est pas difficile à voir. Hein. Tu vas avoir la défense que tu avais hier soir à Lille. Tu auras Donnarumma au but. Tu auras effectivement Verratti et Gay. Tu auras devant Messi, Mbappé. Tu auras Di Maria s'il est rétabli, sinon tu auras Draxler, je pense. Neymar ne sera absolument pas apte à jouer ce match. Si on le voit 10 minutes en fin de rencontre, ce sera déjà très bien, mais je pense qu'il sera même pas apte à ça.
Et puis la seule interrogation, c'est de savoir où est-ce qu'il va mettre Verratti. Parce que s'il met Verratti en sentinelle, ça veut dire qu'il va nous mettre Herrera en milieu relayeur, il va être capable de nous faire ça. Et si jamais il décide de ne pas mettre Verratti en sentinelle, il nous mettra, je pense, Paredes en sentinelle. De toute façon, dans tous les cas, je pense que le retour de Ramos, c'est mort pour qu'il soit à la dispo contre le Real. Ah ben Ramos, il est pas. Là, Ramos, il est parti pour 2 mois là. Ah, parce que c'est quoi? C'est au mollet là? Non, Mollet, mollet. Non, mollet, c'est ça. Hein. Non, mais Ramos, il est en erreur 404 là, les gars. C'est fini Ramos. Mais moi, j'aimerais bien comprendre quelque chose juste pour revenir sur Neymar, parce que quand il se blesse contre Saint-Etienne, je crois qu'on nous annonce 6 à 8 semaines de convalescence. Enfin là, je suis désolé. On est à 8 semaines, on est à plus de 10. Non, et on est en train de se dire qu'il sera même pas là pour le match aller contre le Real Madrid. Alors je veux bien, je sais qu'au PSG, bon voilà, il peut y avoir parfois du laxisme, des choses. Enfin, il y a plus grand chose d'étonnant. Mais quand même, moi je sais pas, ça m'embête un petit peu quoi. On parle quand même d'un des joueurs les plus forts de l'effectif, potentiellement un des joueurs les plus forts de l'effectif. Quand il a envie, le Neymar du Final 8 contre l'Atalanta, ou des choses comme ça, c'est un joueur dont on ne peut pas se passer. Et là, j'ai l'impression que on a déjà fait le deuil de sa participation comme si c'était quelque chose de minime. C'est un peu dommage. Parce que vous disiez, c'est toi, Nico Yacine, qui réagissait sur le fait que ça faisait 8 semaines. C'est toi, Nico, qui disait que ça faisait 10 semaines. Il s'est blessé fin novembre. Ça fait 10 semaines. C'est énorme. C'est énorme. Mais après, quand le PSG annonce 6 à 8 semaines pour rétablir, déjà, c'est une prévision. Hein, c'est pas une science exacte. Après, tu as aussi savoir comment les joueurs font leur convalescence. Neymar, il est parti au Brésil. On connaît son rythme de vie, on connaît son importance au sommeil. Donc, généralement, c'est vrai que Neymar se rétablit plutôt dans la tranche haute que basse des prévisions. Et puis après, c'est pas qu'on trouve que ce soit dommage qu'il soit pas là, Omar, au contraire, mais faut juste être réaliste. Un joueur qui n'a pas joué depuis fin novembre, qui a toujours pas eu un entraînement collectif avec le PSG, c'est-à-dire qu'on peut peut-être espérer qu'il va reprendre cette semaine. Non, d'accord, mais c'est ça qui est pas normal en fait. C'est ça qui est pas normal. C'est pas normal, tu peux pas le faire reprendre. Là, je pense que dans l'esprit du staff du PSG, c'est pas précipiter son retour pour ce match aller, mais plutôt, à mon avis, faire en sorte qu'il soit opérationnel et à 100% pour le match retour. Ouais. Faut juste être lucide. De toute façon, là, le Neymar, même s'il avait repris là depuis une semaine, on connaît il pas eu ce qu'il faut pour un match de cette intensité. Non, puis on le connaît, le Neymar, quand il revient de blessure. Rappelez-vous le match de Dortmund, quand il revient de blessure, il est insupportable quand il n'a pas le rythme. Il veut tout faire tout seul, il se frustre rapidement. Alors oui, il y a toujours ce geste il est toujours capable d'une passe, d'un geste comme au Bayern où il avait qu'un match dans les jambes, je crois. Il avait 1 heure de jeu quand il joue au Bayern et qu'il fait la passe qu'il fait pour Marquinhos. Il était aussi de retour. Mais moi, je reste persuadé que sur un match aller de Ligue des Champions contre le Real Madrid, t'as pas besoin d'un joueur à 20 ou 30%, tout Neymar qu'il est. Donc voilà. Pour moi, il sera absolument pas là au match aller. Hein. Ça me semble complètement utopiste. J'ai retrouvé la phrase du communiqué du PSG sur Ramos. Hein. Donc, il s'est blessé. C'était jeudi dernier à l'entraînement. Il s'était blessé. Je vais appeler le docteur Yacine là, pour savoir combien de temps. Alors, il doit observer une période de repos pour une lésion musculaire bas grade du mollet droit. Ça veut dire combien de temps, ça, docteur Yacine? Bas grade, normalement, c'est 10 jours minimum. Et ça peut aller jusqu'à 3 semaines en fonction des gens. En sachant que le mollet, c'est un des plus durs, parce qu'en fait, le mollet, tu t'en sers tout le temps. Donc, voilà. C'est 10 jours à 3 semaines. T'en fais ce que tu veux. Je parlais de Neymar, mais Sergio Ramos aussi, je suis désolé, c'est pas normal. Alors, on a eu des petites polémiques sur le fait que parfois il était apte et que Pochettino le faisait pas jouer. Mais là, oui, là, ça veut dire quand même. Moi, je me demande dans quelle mesure, et j'en suis même quasiment convaincu. Alors, évidemment, on peut pas le dire comme ça parce que c'est pas politiquement correct. Moi, je pense que si le Real l'a laissé partir, c'est qu'il savait très bien que quelque part, il y a quelque chose qui n'allait pas. Et qu'ils nous ont vendu un joueur blessé, ou en tout cas pas apte à jouer au haut niveau, au niveau dont a besoin le Paris Saint-Germain, d'avoir un défenseur de classe mondiale, quoi. Et malheureusement, je pense que ça va continuer comme ça avec Ramos et qu'on ne le verra jamais à 100% sous le maillot de Paris, quoi. Parce que bon, faut le dire quand même, Nico, on a vu 2 fois Ramos, 3 fois. Il est rentré en Coupe de France, il a disputé 2 matchs de Ligue 1. C'est vrai que, en plus, les médias espagnols l'ont dit quand il est parti, qu'au final, ils ont laissé partir un joueur qui était cassé physiquement et qui savait très bien qu'il ne retrouverait pas le niveau qu'il a eu au Real. Donc là, quand même, c'est vrai qu'en plus Omar a raison, on disait souvent Pochettino il s'en passe, pourquoi Paris l'a fait venir?
Mais peut-être que Pochettino, Pochettino, il est aux entraînements et il voit qu'en fait, Ramos n'arrive pas à récupérer tout simplement parce qu'il rechute à chaque fois en fait. Ouais, enfin, à qui la faute, hein. Ils sont marrants. Ah, mais. Non, mais ils me font marrer, moi, les journalistes espagnols. Ouais, enfin, si Ramos il est là où il en est aujourd'hui, c'est parce que ils l'ont refait prendre comme un débile mental pour aller jouer Chelsea, alors qu'il était absolument pas apte à jouer. Et le peu qui lui restait de fibres musculaires, ils l'ont achevé ce jour-là. Donc, effectivement, il est dans un gros problème physique. Après, je rappelle juste qu'ils ne nous l'ont pas vendu. Hein. Il n'est pas resté parce qu'ils ne se sont pas mis d'accord sur la durée de contrat. Ils voulaient le prolonger, Ramos. Hein. Sauf qu'ils voulaient le prolonger d'1 an, ils voulaient 2. Donc, c'est la seule raison pour laquelle il n'est pas resté. Hein. C'est pas du tout parce qu'ils ont estimé qu'il n'était pas apte. C'était juste une question de gros sous. Après, effectivement, on voit effectivement cette année qu'il traîne ses blessures comme un boulet et que malheureusement, c'est rechute sur rechute. Mais c'est pas que lié à Ramos. Hein. C'est courant. Hein. Des joueurs qui ont des graves blessures, qui reviennent trop tôt et qui s'arrangent pas, les chevilles, tout ça, ça arrive assez souvent. Bon, lui, Ramos, c'est plus les mollets. Voilà, c'est frustrant en tout cas parce que on voit la différence quand il est sur le terrain. Pour le coup, je pense que lui, il nous aurait vraiment fait du bien, aussi bien dans le jeu que dans le comportement de certains. Mais bon, j'ai l'impression quand même qu'il faut tirer une croix sur la saison de Ramos. On va peut-être le revoir occasionnellement, mais voilà, il semble pas capable en tout cas d'enchaîner 2, 3, 4 mois de compétition. Et se posera la question aussi cet été, est-ce qu'il faut garder Ramos? Mais bon, il a un contrat, donc oui, il y a un dossier Ramos à ouvrir en tout cas, c'est évident. C'est vrai que c'est le mot, Yacine, pour conclure. Après, on terminera. C'est frustrant, quoi. Gâchis pour cette saison, en tout cas, parce que c'est vrai que des matchs qu'on a vus, et on l'a dit souvent, Yacine, tu l'as dit aussi, c'est que dans son comportement, Nico le disait, ce qu'il transmet aux autres joueurs, surtout dans un match d'une telle dimension face au Real Madrid, il aurait été d'une importance primordiale. Ouais, c'est frustrant. Voilà, mais c'est notre histoire. Hein. Neymar, il arrive en 2017, il vole pendant 6 mois et puis grave blessure avant le match retour. Enfin voilà, de toute façon, je rejoins Nico. Alors, pas Nico jusqu'au bout sur Rennes, mais moi je vous le dis, il y en a un que je fais pas jouer, c'est Verratti. Mais clair et net. Vendredi, Verratti, il est au repos. De toute façon, Verratti, il a un jeu où il n'a pas besoin, lui, par contre, d'enchaîner les matchs. C'est-à-dire que souvent, là, il a enchaîné tout le mois de janvier en plus. C'est pas parce qu'il va rater un match qu'il va pas être dans le rythme. Donc, s'il y en a un que je mets au repos, c'est lui. Voilà. Après, en fait, Yacine, faut mettre au repos tous les mecs qui n'ont pas une doublure qui soit potable. Si, ouais, voilà, tu vois, Hakimi, si tu le pètes, c'est-à-dire que tu joues avec Kerrer ou Dagba contre Vinicius. Bon, voilà, t'as ta réponse. Hakimi doit pas jouer. Bon, toi, tu peux faire éventuellement jouer Nuno Mendes. Ah non, parce que t'as pas Bernat. Nuno Mendes doit pas jouer non plus parce que s'il se blesse, c'est Kurzawa. Enfin, toi, t'as des. Quand tu vas regarder poste par poste, tu vas vite trancher. Puis c'est pour ça que je te dis, moi, je fais jouer, mais quasiment personne, quoi. Par contre, l'algorithme, le problème, c'est que l'algorithme, lui, il s'en fout de ça. C'est-à-dire que lui, il te donne les statuts et Verratti, Mendes, il joue, quoi. Ah oui, je sais pas, Omar, si tu connais l'algorithme Pochettino, c'est donc il a un logiciel où il met les statuts, le nombre de matchs internationaux, trophées, etc. Et ça lui donne sa composition de départ. Donc, Nuno Mendes, normalement, il ne devrait pas jouer, Yacine, alors. Non, mais de toute façon, je pense que Bernat va jouer parce que Bernat, il n'est pas inscrit en Ligue des Champions. Donc, je pense que lui, il va jouer. Par contre, juste, moi, je sens bien Neymar titulaire à Madrid, je sais pas, mais bon. C'est un petit pressentiment? Ouais. Ça paraît fou, attention, je te dis pas que c'est normal. Hein. Moi, je le sens bien titulaire à Madrid. En plus, on a vu des images à l'entraînement où il a repris en tout cas les jeux collectifs avec ses partenaires. Donc, il a l'air d'avoir le sourire, il a l'air d'être en jambes, etc. Donc, peut-être. S'il a le sourire, effectivement, il est titulaire. Excusez-moi d'être un peu rationnel, mais tu te rends compte que si tu fais ça, potentiellement, tu casses toute ta ligne d'attaque, tout ce qu'on a vu, tout ce dont on parlait tout à l'heure, tout ce qu'on a vu de bien hier dans la relation avec Mbappé, Messi. Mais non, parce qu'il n'y a qu'une relation, c'est Mbappé-Messi. Di Maria, il n'a pas joué, donc. Non, mais bien sûr, mais je veux dire, le fait de rajouter Neymar, tu casses peut-être ce début d'harmonie, quoi. Bon, c'est pour un joueur qui est même pas à 100%. En ce moment, vu le jeu du Paris Saint-Germain, bon, pour exempter le match d'hier qui a été bien, mais on peut pas se passer d'un joueur comme Neymar dans la création. Hein. Si en plus il faut le mettre remplaçant, bon après on verra. De toute façon, ce sont ses jambes qui diront s'il peut jouer ou pas et s'il se sent apte. Parce que de toute façon, c'est pas Pochettino qui tranchera. Si Neymar il dit je peux jouer, il jouera. Donc c'est pas le coach qui. Parce que bon, encore une fois, on est le Paris Saint-Germain, donc c'est les joueurs qui décident. Donc on verra bien. 2 petites stats avant de conclure ce podcast.
Paris a inscrit 5 buts lors d'un match à l'extérieur hier en Ligue 1 pour la première fois depuis le 4 novembre 2017. C'était face à Angers, une victoire 5-0. Et puis Paris, alors là, la petite stat étonnante, je pense qu'elle va vous surprendre, est invaincu lors de ses 14 derniers matchs de Ligue 1, 9 victoires, 5 nuls. Meilleure série en cours dans les 5 grands championnats européens. Voilà. Donc si le Real Madrid et les Carlo Ancelotti prennent ces stats-là, on va se dire, oh la vache, là on affronte une équipe du PSG qui déroule bien. Ça va 13 points d'avance, etc. Sur son dauphin, classement. À part mais bon, le Real s'est fait éliminer aussi en Coupe du Roi, donc ils sont pareils que le Paris Saint-Germain. Ils ont plus la Coupe. Ouais, mais Hugo, après, moi, je me méfie un peu parce que, tu vois, on parlait du fait tout à l'heure que le PSG a tendance à augmenter son niveau de jeu quand la Ligue des Champions arrive, mais c'est valable aussi pour le Real Madrid. Et certes, on voit peut-être un Real un peu moins performant ces derniers temps, mais je suis sûr que dans 8 jours, tous les joueurs seront là, les Benzema, les Vinicius, Modric, Kroos, tout le monde, et que tu les verras performer à un niveau qui est plus élevé que ce qu'on a vu ces derniers matchs. Oui, non, mais c'est évidemment pour la boutade que je disais tout ça, parce que le Real, quand il s'agit de jouer les matchs avec des champions et en jeu, ils sont toujours là, ils répondent toujours présents, c'est dans leur ADN. Voilà, je pense qu'on a été complet sur le podcast du jour, ce 161e numéro du podcast Hors-Jeu Capital. Je voulais vous remercier, Nico, Yacine, et merci à Omar d'être venu avec nous pour merci à vous pour l'accueil, c'était très sympa. Écoute, au plaisir que tu reviennes quand tu veux. Prochain match, vous verrez avec Yacine au parc vendredi prochain contre Rennes. Donc avec peut-être avec plaisir, il n'y a pas de souci. Avec Verratti peut-être en cloche qui sera pas loin de vous, on ne sait pas. Peut-être que vous le verrez derrière vous. Oui, il sera en dessous de vous. En dessous, ouais. En fait, Omar, tu verras pas Yacine. En premier temps, tu le verras pas parce qu'il prend des photos pour montrer que le bloc est vraiment dégueulasse et qu'il cardise avec sa doudoune. Par contre, à partir de la 40e jusqu'à la 82e, 83e, il est au petit four, donc tu trouves pas. Non mais je monterai le voir à la mi-temps, on s'arrangera, on fera quelque chose, t'inquiète. Par contre, prends pas les petits fours avec le machin vert dessus, parce qu'ils sont vraiment que pour Yacine, seuls. Il est réservé. J'espère qu'il y a les petits fours parce qu'en ce moment, il n'y en avait plus à cause du Covid, alors. Attends, Rennes d'ailleurs, ça sera un match sans jauge normalement, non? En termes de remplissage. Normal. Ouais. Enfin. Parce que bon, le parc à 5000, voilà. C'est sûr que par rapport à ce que vous avez vu contre Nice, ça va changer de retrouver un parc plein et peut-être que ça va aussi aider les joueurs avant le Real de ressentir cette ambiance-là. Alors aussi, il y a eu, parce qu'on n'en a pas parlé, mais le collectif Ultra Paris a posté une photo sur Twitter hier, parce qu'on a parlé lors du dernier podcast, vous vous souvenez, Yacine et Nico, sur le fait, est-ce que les supporters vont se révolter à un moment? Nico disait, oui. Arrêtez de chanter pendant 80 minutes et dire et manifester leur mécontentement par rapport à ce qu'on voit. Et donc, le CUP hier a posté une photo. Attendez que je le retrouve. Alors. Notre patience a des limites, ils ont juste mis. Oui, voilà. Si tu veux. Voilà, c'était dans le parking du stade hier. Notre patience a des limites. Posté hier sur leur compte Twitter. Donc voilà, Nico, c'était une réponse aussi à ce qu'on disait dans le précédent podcast. Ouais, puis je crois qu'ils ont fait la première mi-temps. Ils sont rentrés dans le stade qu'à la mi-temps, je crois. Ouais, c'est ça, pour protester un peu contre ce qu'ils voyaient sur le terrain. Donc tu te fais un déplacement à Lille et tu te fais une mi-temps dans le parking. Franchement, c'est beau. Et en plus, il ne devait pas y avoir de connexion internet pour voir le match dans le parking. Ah, sympa. Moi, je serais resté au moins à l'extérieur du stade dans un bar, mais non, eux dans le parking une mi-temps. Respect, les mecs. Voilà, en tout cas, j'imagine qu'ils seront là, évidemment, pour le match contre Rennes avant le Real. Merci à vous trois, et puis je vous souhaite un bon visionnage. Et puis n'hésitez pas à liker la vidéo comme d'habitude, à commenter, on répondra aux commentaires avec plaisir, et à vous abonner à la chaîne YouTube de Paris United pour ne manquer aucun podcast ou autre analyse tactique de Yacine Amned. Est-ce qu'il va y avoir une minute coach, Yacine, sur le match d'hier? Je pense pas, non? Si? Je suis en train de voir, j'ai vu des trucs, après j'ai hésité, parce que la première mi-temps un peu le négatif et la deuxième mi-temps, mais je sais pas. Mais il y a des chances qu'il y ait quelque chose. Bon, en tout cas, tu mettras un message, tu me diras si il y a pas eu d'ailleurs, je pensais qu'on aurait une minute tactique de l'action d'Herrera de la semaine dernière. Alors, en fait, j'ai voulu la faire celle-là. Ouais, mais en fait, elle a tellement tourné que je voyais plus l'intérêt parce qu'elle a tellement tourné avec tellement de blagues que tu t'es dit, je vais pas tirer sur l'ambulance. Et l'action de Verratti où il tourne en rond et il attend que quelqu'un bouge. J'ai voulu les faire, mais elles ont tellement tourné sur Twitter que je me suis dit, ouais, est-ce que ça vaut vraiment le coup de le faire? Et tu sais, il y en a une autre qui tourne avec Herrera, je sais pas si tu l'as vu, à Manchester. Il est dans le mur, il se met à courir vers son poteau pour aller protéger son poteau.
il repart comme un dératé dans le mur, et puis le mec il tire, et puis il marque là où il y avait Herrera. Elle est énorme aussi celle-là. Mais il a un problème en fait. Hein. Mais apparemment sur le but, là, la vidéo qui tourne où il était à Manchester et il va dans le but et il repart et ils prennent. C'est Derea qui lui dit arrête de rester. Mais c'est la façon qu'il a de courir. Tu sais, toujours à fond, un peu perdu, tu sais pas. C'est vrai que mais j'ai eu pas mal de gens te mentionner, Yacine, sur Twitter, sur l'action d'Herrera pour dire il faut que tu fasses une analyse tactique, etc. Il faut que tu nous en parles. Donc c'est vrai que Nico a raison, il y en a beaucoup qui ont demandé. Ouais, mais en fait, elle a trop tourné. Après, je sais pas. Ouais, il y en aura d'autres, t'inquiète. Ouais. Je lui fais confiance. C'est ce que j'allais dire, t'inquiète pas, il te filera du contenu sur le prochain match. Bon, voilà en tout cas sur ce qu'on pouvait dire sur cette victoire donc probante du Paris Saint-Germain, 5-1 face au champion en titre lillois. Et donc le Paris Saint-Germain qui est toujours leader au classement avec 56 points. On se donne rendez-vous au prochain podcast. Donc vendredi soir, match de la 24e journée. Ça sera le Paris Saint-Germain face à Rennes. Donc au Parc des Princes avec les amis Omar et Yacine qui seront au stade. Et donc on reviendra dessus. Yacine, tu auras ton regard depuis le stade sur ton match. Merci à tous de nous avoir suivis. Puis je vous donne rendez-vous au prochain podcast. Salut à tous. Ciao. Salut.